Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Charybde. On est extrêmement heureux d'accueillir Yves Pagès ce soir, puisque donc on avait accueilli Yves en avril 2014 pour la sortie de Souviens-moi, et ce jour-là déjà il avait semé une graine en parlant de pas mal d'autres livres et il nous avait donné envie de l'inviter comme libraire d'un soir, donc bienvenue, et on est vraiment extrêmement heureux et je te passe la parole. Bon. Eh bien, en fait, exercice amusant, parce que moi j'ai quand même été un peu libraire dans ma vie. Uniquement le dimanche et le lundi, et payé de la main à la main, dans une librairie tout à fait respectable de la rue Mouffetard, et qui s'appelait l'Arbre Voyageur, hein, c'est pas l'Arbre à lettres, qui était notre concurrent à ce moment-là, qui a récupéré toute la clientèle assez vite. Et donc voilà, donc l'expérience de libraire, je l'ai eue, et l'expérience d'essayer en effet d'aller conseiller le livre d'à côté, d'aller essayer de rechercher un peu plus loin que l'immédiate actualité pour conseiller des livres. De conseiller des livres de fond, il y a l'intérêt de ces livres de fond, pas forcément ceux de... pas forcément, disons, des obligatoires, des déjà ultra, des incontournables, ou des résidus de culture scolaire, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc j'ai essayé, donc c'était le chiffre 7, magique, hein, il fallait en choisir 7. Donc en fait moi j'ai exclu déjà un nombre de livres considérable. C'est-à-dire que j'ai pas pris, j'ai pris aucun livre de Céline, parce que j'ai fait une thèse sur Céline, tout ça, donc voilà. Mais si j'en avais pris un, j'aurais pris Ignos-Band, parce qu'il fallait prendre celui d'à côté. J'aurais pu aussi prendre chez Faulkner, qui est quand même peut-être le premier écrivain qui m'est éveillé à la littérature, au goût du roman, hein, je parle pas de la poésie ou d'autre chose. Dans ce cas-là, j'aurais pris Lumière d'août, mais je l'ai pas pris. Pour Diderot, j'aurais pris Les bijoux indiscrets, plutôt que Jacques le Fataliste. Chez Jarry, j'aurais pris L'amour absolu. Chez Sandra, bon, j'aurais bien pris Les confessions de Dagnac, très bon livre. Chez Arnaud Schmitt, La République des savants, par exemple. Et chez Döblin, j'aurais quand même été obligé de prendre Berlin-Alexanderplatz, parce que les autres, j'ai essayé de les lire et ça n'allait pas tellement. Alors, dans ces choix un peu discrets, ou après coup, et à un moment donné dans le mail, il faut quand même faire une liste de 7, bon ben... Voilà, je les ai choisis un peu comme ça, sur un coup de tête. Ensuite, il a fallu que je me replonge très vaguement dans l'archéologie de ce choix, comprendre pourquoi c'est cela qui m'était venu, et en vous donnant rapidement l'envie de lire chacun, quand même, il fallait que moi-même je m'interroge un tout petit peu. Alors le premier, pour moi, qui est une évidence, qui est une lecture en fait relativement récente, c'est L'homme qui dort de Georges Perec. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait Georges Perec, c'est un écrivain que j'ai essayé d'aborder par pas mal de voies à plusieurs époques de ma vie. Par les textes courts que j'aime bien, par la vie mode d'emploi dont j'adore le projet et dont la réalité textuelle du projet m'a fait échouer à sa lecture exhaustive à chaque reprise. Ça fait partie comme ça d'un certain nombre de livres, on en a tous, où on essaye de remonter la montagne tous les 10-15 ans, on se dit « Ah mais quand même je vais réessayer ». Et voilà, donc la vie de mode d'emploi, à chaque fois, je suis au bout de la voilà, à chaque fois j'ai échoué. Et alors, il y a eu un moment donné, alors ça je suis pas arrivé à retrouver, parce que j'ai essayé de retrouver à chaque fois pourquoi, et à quel moment je l'ai lu, je serais pas capable totalement de retrouver pour L'homme qui dort. Alors L'homme qui dort, c'est paru en 67, ça apparaît après Les choses. Et c'est un livre qui est, parce qu'évidemment j'ai un peu regardé avant de venir ici, alors c'est un livre qui est vraiment le réprouvé de l'œuvre
de Georges Perec, puisque ça lui aurait fait plaisir par ailleurs. La totalité de la définition Wikipédia de ce livre comporte 4 lignes. Alors sur W, Souvenir d'enfance, là il y a 3 pages. Sur tous les autres, c'est incroyable. Là il y a 4 lignes. C'est rien. Pour moi, c'est incontestablement son plus beau livre. Mais c'est fou, quoi. Ce bouquin n'accroche pas. Bon, alors on peut assez bien comprendre pourquoi quand on va voir comment il fonctionne. Mais alors ce bouquin est vraiment très très important pour moi. Un petit truc juste d'information avant. Ce livre, il l'a écrit donc avant 68. Perec est alors, non, il n'est pas oulipien alors. Perec est surtout finalement quelqu'un qui a fait des cours de sociaux avec Jean Duvigneau, voilà, qui est vraiment quelqu'un qui a un très, très fort savoir en sciences sociales et humaines, et qui, bon, a cette idée qui est déjà formelle, qui est simplement, le livre est entièrement écrit au tu. C'est une adresse au tu, au personnage dont il est question. Donc c'est sa petite contrainte formelle, elle est là. Mais c'est une contrainte qu'on va retrouver dans d'autres endroits de la littérature qui ne sont pas oulipiennes. Mais il y a déjà un effet de contrainte. Le thème, c'est un étudiant doit se lever pour aller passer ses examens en sociaux. Et il ne se lèvera pas. Il ne se lèvera pas. Donc c'est l'homme qui dort. En fait, c'est le jeune homme qui dort. Parce que je suis censé vous lire un petit court extrait à chaque fois, donc je les ai notés. Il n'ira pas, il ne se lève pas, et à partir de ce moment-là, tout le livre, c'est le déploiement du non-faire qui va devenir de ce refus en creux. C'est pas un refus révolté, c'est pas un refus j'irai pas aux examens, à bas les examens, il y a rien de tout ça. Hein. C'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'une retraite intérieure ou d'un empêchement ou employons le mot, ou d'un acte déjà porteur peut-être de quelque chose d'un peu mélancolique, dépressif. C'est dans une chambre de bonne, il y a les chaussettes les gouttes dans une bassine, tout ça est un peu voilà. Et en fait, le livre, c'est toute la rêverie intérieure au-dessus de cet étudiant qui n'ira pas passer ses examens et qui va rester là et puis va peut-être sortir, va déambuler dans les rues. Alors c'est un livre très très étonnant parce que c'est un livre, moi, qui me fait profondément penser, enfin, c'est mon hypothèse, hein, que c'est une réécriture moderne, très contemporaine, de Bartleby de Melville. C'est la même hypothèse, c'est-à-dire Bartleby, le scribe, à la City, enfin dans l'équivalent de la City d'aujourd'hui, à qui son patron notarial ou je sais pas quoi là lui dit de faire un truc, de recopier quelque chose, etc. Et qui dit je préférerais ne pas, I would prefer not to, et qui va être dans cette espèce de résistance passive, dans cette espèce de mini refus qui fait qu'il va rester au bureau, dormir au bureau, plus rien faire, ça bloque le système, etc. C'est vrai que sur Bartleby, il y a eu il y a eu beaucoup de lectures de Bartleby. Et la plupart des lectures sont des lectures qui sont extrêmement... qui valorisent les lectures d'aujourd'hui. Les lectures depuis ces 20 ou 30 dernières années sont des lectures qui valorisent énormément l'acte de Bartleby comme un acte de résistance passive, de désobéissance civile, qui essaie de le politiser d'une manière, je dirais, très... comme une force de joie, comme une force de comment dire, sarcastique, de non au système, etc., etc. Alors que, en fait, quand on lit vraiment la nouvelle de Bartleby, en fait, dans la deuxième partie de la nouvelle, il change de patron et en fait, il va aller en prison, il fait la grève de la faim et puis il meurt. C'est-à-dire qu'en fait, cette force de résistance... Hein ? Un spoiler. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, et c'est ça qui est très très beau d'ailleurs dans le bouquin de Bartleby, c'est-à-dire que c'est une résistance, mais il y a une résistance qui est aux dépens aussi de celui qui la mène, et qui est incontestablement
aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'autodestruction, qui est de l'ordre quand même d'un sacrifice de soi, qui est de l'ordre d'un corps qui va être bouffé par le système. Et dans un truc que j'avais fait sur mon blog, je disais voilà, qui ressemblait aussi à la colonie pénitentiaire, enfin toutes ces choses-là où il y a un blocage, il y a un grain dans le rouage du système, etc. Mais à un moment donné, la personne qui le fait, est elle-même condamnée ou détruite psychiquement ou physiquement. Dans ce livre, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a on arrive par l'autre versant, c'est-à-dire c'est un versant qui est beaucoup plus immédiatement dépressif, et en même temps, puisqu'en fait il est dans sa chambre de bonne, il refuse d'y aller, mais en fait il va pas aller danser, s'amuser, ça non, c'est un truc comme ça, il est pris dans quelque chose qui est d'une mélancolie contemplative, on va dire. Donc tout le livre va nous montrer toutes les tendances, des tendances qui peuvent être quasiment d'une contemplation qui est pleine, qui est entière, qui arrive à finalement s'extérioriser complètement des contraintes sociales, machin, etc. Et en même temps, quelque chose dont on sent qu'il y a quelque chose d'assez douloureux. Moi, j'avais essayé de convaincre un metteur en scène de le monter au théâtre, puis il a dit « Ah non, c'est trop glauque, ton truc, c'est hyper déprimant. » J'ai dit « Mais non, c'est pas déprimant. » Et alors, Le Perret, qui nous a bien montré que c'était pas forcément déprimant, parce qu'en 74, c'est-à-dire 3 ans après 68, il a, 5 ans après 68, il a encore eu envie quand même de se replonger dans ce livre. Comme quoi c'est un livre très important pour Pérec. Et il en a fait un film avec un réalisateur, un film qui maintenant existe en DVD, qui est absolument magnifique, qu'ils ont réalisé le week-end, ils tournaient le week-end avec des péloches qu'ils avaient récupérées de potes qu'il y avait dans le cinéma, donc un truc qui a été fait complètement perruqué, à la débrouille, etc. Et c'est un noir et blanc sublime parce que le chef-op était excellent. J'avais tout noté, qui était le chef-op, tout ça, mais on s'en fout un peu. Et en fait, c'est un film donc où il y a des éléments dans la chambre de bonne. Il y a un personnage qu'on voit déambuler, mais sur lequel il y a évidemment aucune accroche. Il parle pas, ni rien, on le voit. Et il y a une voix off, et la voix off est féminine. C'est Ludmilla Michael qui s'adresse au tu. Ce qui donne déjà complètement une autre teinte, ce qui change complètement la teinte ultra dépressive des choses et qui lui donne peut-être une plus grande force de résistance passive. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, quand je pense à ce livre-là, je pense au Barthélemy de Melville et ça me fait penser à une chose qui compte, en tout cas beaucoup pour moi, qui est le fait que dans l'idée même de résister à, par exemple, la pression sociale ou à l'injonction hiérarchique, ou etc., il y a toujours un côté qui va être du côté des passions tristes et un côté qui va être du côté de la joie, et que tout ça est très nuancé, tout ça est très complexe, et qu'en tout cas, toutes les gens qui nous font croire que la résistance c'est magnifique, ou que la résistance ce n'est que dépression, si c'est soit l'un soit l'autre, c'est chiant, c'est faux surtout. C'est toujours quelque chose qui bascule de l'un à l'autre. Bon, je ne vais pas vous en lire beaucoup. Je vous ai expliqué je voulais vous lire le truc qui expliquait un peu le début, là, qu'il n'allait pas en cours, mais ça vous avez compris, je vous l'ai raconté. Hein. Mais quand même, c'est beau comment il le dit. Hein. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Un autre, sosie, un double fantomatique et méticuleux, fait peut-être à ta place, un à un, les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vête, s'en va. Tu le laisses bondir dans les escaliers, courir dans la rue, attraper l'autobus au vol, arriver à l'heure dite, essoufflé, triomphant, aux portes de la salle, certificat d'études supérieures de sociologie générale. Mais toi, tu te lèves trop tard. Là-bas, les têtes studieuses ou ennuyées se penchent pensivement sur les pupitres. Les regards peut-être inquiets de tes amis convergent vers ta place restée libre. Tu ne finiras pas, ta place reste vide. Tu ne finiras pas ta licence, tu ne commenceras jamais de diplôme, tu ne feras plus d'études. Tu es un oisif, un somnambule, une huître. Les définitions varient selon les heures, selon les jours, mais le sens reste à peu près clair. Tu te sens peu fait pour vivre, pour agir, pour façonner. Tu ne veux que durer, tu ne veux que l'attente et l'oubli. La vie moderne apprécie généralement peu de telles dispositions. Autour de toi, tu as vu, de tout temps, privilégier l'action, les grands projets, l'enthousiasme. Homme tendu en avant, homme les yeux rivés vers l'horizon, homme regardant droit devant lui, regard limpide, menton volontaire, démarche assurée, ventre rentré. Tu as cessé d'avancer. Tu ne refuses rien, tu as cessé d'avancer, mais c'est que tu n'avançais pas, tu ne repars pas, tu es arrivé,
Tu ne vois pas ce que tu irais faire plus loin. Il a presque suffi un jour de mai où il faisait trop chaud, de l'inopportune conjonction d'un texte dont tu avais perdu le fil, d'un bol de Nescafé au goût soudain trop amer et d'une bassine de matière plastique rose remplie d'une eau noirâtre où flottaient 6 chaussettes pour que quelque chose se casse, s'altère, se défasse et qu'apparaisse au grand jour. Mais le jour n'est jamais grand dans la chambre bonne de la rue Saint-Honoré. Cette vérité décevante, triste et ridicule comme un bonnet d'âne, lourde comme un dictionnaire Gaffio. Tu n'as pas envie de poursuivre, ni de te défendre, ni d'attaquer. Et voilà, et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, en effet, c'est peut-être un livre qui est... D'abord, c'est un livre dont vraiment l'écriture est... Vraiment là, c'est... Pour moi, c'est le summum. Hein. Mais, à tout moment, il y a quelque chose qui est de l'ordre, en effet, du lâcher-prise, mais d'un lâcher-prise qui est au bord, en effet, voilà, de quelque chose qui peut aller vers des passions très tristes. Et en même temps, quelque chose qui est de l'ordre d'un refus en creux dont je trouve la figure très belle. Et donc, on peut tous ressentir, et d'une manière qui peut être heureuse. Voilà, Bon, celui-là, hein, c'est un chouchou. Hein. C'est un vrai chouchou. Alors après, qu'est-ce qu'il y a ? Alors ça, c'est un livre que j'ai lu beaucoup plus récemment. Alors c'est un livre, c'est un cas comme ça, il y en a plein, hein, voilà, on aime tous, je sais pas quoi, la conjuration des imbéciles, ben il y en aurait sûrement au XVIIIe siècle, au XIXe, c'est un peu des livres uniques. C'est-à-dire, il en a écrit d'autres après, d'ailleurs, mais aucun intérêt, enfin, ou pas grand intérêt, je crois. C'est un premier roman autobiographique. Alors le titre est catastrophique en français, Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. Le traducteur, on va même pas le citer parce que il n'était pas très inspiré ce jour-là. C'est Another Bullshit Night in Suck City. Ça sonne autrement en anglais quand même. C'est qu'encore une vie de merde. Enfin, je sais pas, c'est très bon. C'est un livre contemporain, sorti en 2004 chez un éditeur de Boston et qui a été traduit en 2006 chez Gallimard dans la collection du monde entier. Il aurait peut-être pu aller aussi dans une collection de romans noirs, mais bon, il est sorti dans la collection du monde entier de Gallimard. Alors pourquoi je l'ai lu ? Ben là c'est très simple. Ça je l'ai lu parce que je suis éditeur chez Vertical, mais je suis éditeur. Et donc il y a un auteur, ça m'arrive quand même souvent, des auteurs qui me disent « Ah putain !» Ça c'est un livre, c'est dans les 3 livres qui m'ont explosé la tête et qui m'ont donné envie d'écrire. C'est François Beaune qui m'a conseillé de lire ce livre. Et François Beaune, c'est un auteur de la maison et il s'appelle Nick Flynn, le garçon. Et François Beaune m'a conseillé ça parce que François Beaune, en fait, il était fils de sa maman était prof d'anglais, il lisait qu'en anglais, etc. Et donc ça, il l'a lu en américain. Bon, c'est un auteur comme ça qui vous dit que voilà, c'est un livre qui a été fondamental dans son existence. Bon, on n'en a jamais entendu parler, bon, on a envie d'aller voir, quoi. Alors, c'est un roman qui est à la fois totalement documentaire et autobiographique de quelqu'un qui bossait dans des asiles de nuit à Boston avec des homeless, des junks, des alcooliques, enfin voilà, tous les gens de l'envers du décor de l'American Dream pendant les années 80, c'est pendant les années Reagan. Son papa, pour parler de sa famille, son papa est un personnage un peu fantomatique pour lui, puisque son papa, en fait, il l'a jamais connu. Il l'a jamais connu, mais il est vivant. Il a beaucoup entendu parler de lui, mais il est vivant. Et son père, c'est un escroc, poète, mégalomaniaque, velléitaire, alcoolique, cinglé, qui croit qu'il va écrire la plus grande œuvre de tous les temps. C'est un personnage inouï, c'est un personnage mythique, c'est un personnage légendaire qui a complètement envahi l'esprit du narrateur et qui fait partie de sa mythologie familiale, mais il ne le connaît pas. Il ne sait pas à quel état il en est comme tous les escrocs, il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà. Et donc, en fait, toute l'histoire de ce livre, et il ne faut pas en dire beaucoup plus, c'est qu'en fait, évidemment, à un moment donné, il va se retrouver né avec son père, parce que son père il s'est fait expulser lors d'une de ses nombreuses déveines, et il est devenu clochard lui-même, et il se retrouve quelqu'un le prévient dans l'asile de nuit où bosse le narrateur,
et lui dit... Alors le chapitre s'intitule, c'est magnifique, c'est des tout petits chapitres qui sont parfois un petit document, une petite chose, etc. Et surtout ce qui est très beau dans ce livre, c'est que c'est absolument pas linéaire, tout est dans le désordre. On entend parler du père, on sait pas, c'est pas forcément... Et ça c'est très beau, le fait que ce soit pas un récit dans l'ordre et que ce soit quelque chose qui est au contraire comme une mémoire elle-même très kaléidoscopique et très désordonnée. Alors le très beau chapitre s'appelle « Le père de cet homme et le fils de mon père ». Alors un homme est venu cet après-midi qui te cherchait, me dit le capitaine. Nous sommes assis dans son bureau et une toute petite pièce qui donne sur le réfectoire jaune. Ah ouais? Il dit qu'il est ton père. Le capitaine a une voix chantante, à l'intonation montante en fin de phrase. Je l'avais jamais remarqué auparavant. Il avait ses papiers, dit-il, une voix chantante. Il voulait un lit. Un lit? Bah, il en a exigé un plutôt en disant que son fils travaillait là, que son fils lui trouverait un lit. Etc. Je continue un peu plus loin le dialogue. T'étais au courant, me demande-t-il. Ça fait 3 mois Attends, voilà, je continue. Une petite fille l'a montré du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sera là à 6 heures, me dit-il, d'une voix douce, après son travail. Je le regarde pas franchement, je vais essayer. Travailler à la journée, je lui ai donné un lit de travailleur. Le téléphone sonne, le capitaine le regarde, je le regarde. À la 4e sonnerie, le capitaine décroche. Vous n'appelez pas d'ambulance, il est comme ça depuis midi. Oh, dans ce cas-là, appelez-en une. Il raccroche, sacré Billy, glouse-t-il. Sacré Billy, il a des preuves, tu les as vues? Il dit qu'il a porté l'état de station. Tu ne crois pas qu'il travaille? Bon, le dialogue est un peu long. On revient à notre histoire. Tu n'es pas obligé de rester ce soir. Hein. Rentre donc chez toi, là. Rentre est devenu un refrain. Le cœur qui s'élève à chaque couplet. Qui d'autre est au courant? C'est arrivé au changement d'équipe. Le registre. Tu as écrit dans le registre que mon père s'est présenté pour demander un lit. Nouveau pensionnaire, j'ai mis. Silence. Long silence. Le capitaine me laisse seul dans son bureau. Le bras se soulève au-dessus du disque. Prends son temps, m'a-t-il dit. Prends ton temps, m'a-t-il dit, mais il n'y a pas de temps. Seulement un certain nombre de minutes qu'un conseiller peut s'arroger à l'abri du tumulte. Je regarde autour de moi. Est-ce que les murs se resserrent? Il y a des planètes qui s'entrechoquent dans ma tête. Le capitaine vient-il de me chanter une chanson? Je reste assis 10 minutes seul dans le bureau, puis je retourne travailler. Quelques heures plus tard, mon père se présente, gagne la cage, sort le ticket donné par le capitaine, disparaît à l'étage, sans musique menaçante, ni corde grinçante. Il n'a pas fait voler les portes, éclairé à contre-jour, et laissé le vent s'engouffrer. La terre s'est pas arrêtée de tourner. Juste un nouveau pensionnaire. Voilà tout, l'eau quotidien, comme les autres. Il a levé le bras à l'entrée pour la fouille. J'ai ni arme ni bouteille de bière, mais le père de cet homme est le fils de mon père. Ça n'a pris que quelques minutes. Pas un mot échangé. Je l'ai pas très bien lu au début parce que c'est un dialogue, c'était pas très facile. Voilà. Et c'est un. Alors, moi, ce que j'aime dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin qui a la magnifique charge sociale et description d'un monde, pour le coup, là, très contemporain, du roman noir, de gens qui utilisent les parcours sociaux qu'ils ont pu avoir, etc., pour arriver vraiment à faire un rendu documentaire du monde, etc. Et qui en même temps là a une accroche intimiste avec cette figure mythologique du père qui devient ce SDF qui commence à le hanter, etc. avec ce rapport de fascination, répulsion, adoration, indifférence au père, etc. Qui est vraiment mené de bout en bout et d'une manière très 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 étrange, et c'est une très très belle quête sur la filiation qui se retrouve en plein milieu d'un grand bordel urbain où il y a aussi des anecdotes qui sont drôles, déjantées, etc. Machin. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est que là, ça trahit un peu les deux genres de l'intimisme et du roman noir. Voilà, je le conseille très fortement. Et je le remets parce que j'allais le voler. Alors ensuite... Dans quel ordre? Ah bah ouais, alors on va se faire une petite distraction ensuite. Ça. Crime exemplaire. Alors en fait, oui, non, ce que je voulais juste dire sur le précédent et que j'ai pas dit, c'est que voilà, ça me rappelle deux choses. C'est que nous, chez Vertical, on a aussi fait un petit travail documentaire qui m'est beaucoup revenu en lisant le bouquin de Nick Flynn. C'était un bouquin, un recueil d'articles paru dans un journal de rue à Baltimore par des homeless et des junkies qui s'appelait Street Voice. Donc je vous conseille la lecture et qui voilà, donc qui m'est revenu, c'est-à-dire qui validait vraiment l'incroyable portée documentaire de ces asiles de nuit, de ces et que d'autre part, pour ceux qui ont lu ce livre voilà, qui est très beau, Carou là.
Moi, une des choses qui m'a le plus plu chez Caro et qui m'a refait penser à ce bouquin-là, parce que ce qui est marrant, c'est les échos qui se font entre les bouquins sur lesquels il se passe quelque chose, c'est qu'une des choses qui me plaît le plus chez Caro, c'est quand le narrateur il suit un clochard dans les rues de New York qui a le manteau en peau de chameau de son père. C'est un truc qui n'a pas une grande importance dans le bouquin, mais il y a cette espèce de rêverie tout d'un coup. Et si mon père qui était mort, c'était ce clochard, parce qu'il avait donné un manteau à un truc de charité, tout d'un coup il se retrouve avec le clochard qui porte le manteau de son père dans la rue et qui est comme le fantôme de son père. Et ce petit flash, ça fait 2 pages qui sont très très belles dans le livre de Caro, mais pour moi c'est aussi ça m'a refait penser à cette espèce de rapport fantomatique, à la déchéance sociale et à l'image du père et tout ça, et qui est finalement, ça fait des croisées dans les livres comme ça qui sont pas forcément l'enjeu central du livre Caro, mais qui sont des espèces de voix buissonnières qui font parler les livres entre eux, moi d'une manière qui me touche beaucoup. Si je peux me permettre, il y a un auteur qui fait ça superbement, mais sur Los Angeles cette fois, qui est Larry Foundation. Je ne sais pas s'il a dit quelque chose, mais qui a Le nom, mais je ne l'ai pas lu. Lui, c'est un éducateur de rue, en fait, depuis 20 ans à Los Angeles. Et il fait en fait des séries de choses qui sont sous forme de snapshots, en fait, qui saisissent des scènes dans des rues, sur des trottoirs, dans des bars à Los Angeles. Et il y en a plusieurs. Et c'est assez proche de ce que tu décris à propos de Flynn, avec un côté extrêmement saisissant, extrêmement violent. Et voilà. Je vais noter ça, parce que je l'ai oublié. Bon, allez, on va changer complètement d'atmosphère, parce que l'idée c'était quand même un peu de papillonne, comme dirait Charles Fourier, qu'on change un peu d'atmosphère de livre en livre. Alors, là, ça c'est un livre, je ne saurais pas totalement... Si, en fait, je peux tout à fait vous dire comment j'en ai entendu parler, je dis n'importe quoi, là. Vraiment n'importe quoi. Mais je me demande si je ne l'avais pas lu avant, je sais pas. Bref, en tout cas, j'en ai réentendu parler très très précisément quand j'étais à la Villa Médicis en 1996-97 en Italie, par quelqu'un qui avait été très ami avec Max Aube. Max Aube, c'est un écrivain espagnol qui ensuite s'est exilé au Mexique en 1939, etc. Mais qui est un écrivain assez connu dans le monde hispanique par ses engagements politiques, par son œuvre, parce qu'il a écrit aussi du théâtre, de la poésie, plein de choses. Enfin, c'est pas une figure majeure, mais c'est une figure importante dans la littérature hispanique. Ici, c'est quelqu'un de relativement inconnu. Il y a quelques autres titres qui commencent à apparaître. Ça, c'est sorti, c'est un à côté de son œuvre qui est sorti au début des années 80. Et tout le reste de l'œuvre était totalement ignoré ici, et il n'y avait rien disponible que ce tout petit truc. C'est-à-dire, c'est comme si on a une œuvre majeure, parce qu'il a écrit 50 trucs, et tout d'un coup, il n'y en a qu'un seul qui est connu chez nous, et c'est le tout petit bout de la lorgnette, l'à côté, etc. Je trouve que c'est un cas de figure qui est assez étonnant. Moi, j'ai essayé de lire les trucs qui commencent à apparaître en français, du reste, ça ne m'a pas beaucoup plu. Par contre, la personne qui m'en avait parlé, qu'il avait connu, Gianni Totti, qui est un vieux vidéaste, poète, éditeur italien qui est mort maintenant, que j'avais rencontré à Rome à ce moment-là, communiste, machin, et qui avait été très ami avec Max Aube, m'a raconté beaucoup de choses sur Max Aube, qui a été très proche de Picasso, qui est celui qui a commandé le tableau Guernica à Picasso, enfin bon, qui est un mec assez important dans beaucoup de choses, et aussi dans la critique picturale. Il m'a dit, il y a un autre bouquin de lui qui va beaucoup te plaire si tu as aimé celui-là. C'est un bouquin qui s'appelle Josep Torres Campalans, et qui est un livre d'art qu'a publié Gallimard en 1961, et qui est épuisé depuis 1999, et qui est donc la monographie complète avec photos, interviews, tableaux, etc., d'un peintre qui n'existe pas, mais d'un très très grand peintre cubiste, ami de Picasso, etc. Ça plairait beaucoup à Jean-Yves Jeunet. Et alors ce bouquin, j'ai essayé de voir, donc c'est 150 € sur Price Minister ou Amazon, mais de toute façon ils l'ont plus en disponibilité, donc j'ai même pas pu essayer de vous faire cotiser pour l'acheter. Donc je me suis rappelé qu'à ce moment-là, j'ai cherché s'il était disponible, parce que ça m'intriguait. Je me suis dit, mais c'est peut-être un truc à faire, à rééditer, puis c'est vrai que je suis jamais tombé dessus, je fréquente plus beaucoup de bibliophiles comme ça, ou de me casser ma tirelire pour acheter ces trucs-là. Ce bouquin-là est de cette famille-là, hein, donc c'est un bouquin totalement hors norme par rapport au reste de son œuvre et de ce livre-là, qui a l'air d'être son grand frère. Ça, c'est un livre qui, malgré sa préface, Max Aube a fait une préface, un livre qui est paru en
je sais pas, il a dû paraître à la fin des années 50. Il y a une préface hyper sérieuse, c'est-à-dire crimes exemplaires, voilà, j'ai passé ma vie, j'ai recueilli beaucoup de témoignages d'assassins de par le monde, en Europe, en Amérique latine, etc. Tout est vrai. Il fait une note à la fin de sa préface que j'adore, évidemment, qui est l'élément très très bien fait de tout écrivain pour donner une super authenticité à une préface, comme ça, Maxo, Mexico, 1956. Post-scriptum, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, 2 confessions seulement proviennent d'aliénés. En général, les fous furent très décevants. Les textes ne sont classés ni par sujet ni par pays. Parfois, pour la commodité du lecteur, on les donne par série, afin que soit évitée cette monotonie qui est un autre crime. Alors, en fait, évidemment, tout ça est totalement bidonné. Il n'a absolument interrogé aucun assassin, etc. Et donc, voilà, c'est cet art du fragment, cet art du bref que moi j'adore, qui est l'étage en dessous de la nouvelle, hein, qui sont vraiment cet art de tout petit texte court. Alors là, qui sont au jeu, puisque c'est des confessions d'assassins, et qui peuvent aller de 2 lignes à 1 page maximum. Alors j'en ai choisi 3 pour vous donner une idée quelque part là. Alors voilà, c'est toujours les trucs de livres cultes. Il a eu plein d'éditions là, voilà, on n'a pas la même. Voilà. Il y a des éditions tout le temps, parce qu'en fait, c'est des petits livres qui circulent comme ça, dans une espèce de clandestinité du bouche à oreille, une fois que les gens sont tombés dedans, ils disent « Ah, c'est marrant », etc. Alors, je vais vous en donner 2-3. Alors, ça peut aller de 2 lignes, ou de... Bon, les 2 lignes, j'en ai pas pris, mais c'est pas grave. L'avion partait à 6h45, je lui avais dit de me réveiller à 5h, je me suis réveillé à 7h. Le pire, c'est qu'il m'a affirmé qu'il m'avait appelé. Je me rendors jamais si on me réveille. J'avais rien à faire à Acapulco, mais il s'est obstiné. Je vous ai appelé, monsieur, je vous ai appelé. Et les mensonges me mettent hors de moi. Je vais faire bondir la tête sur le mur jusqu'à qu'il me tombe des mains. En vérité, je croyais qu'on ne découvrirait jamais... Oui, c'était mon meilleur ami, sans aucun doute. Et j'étais aussi son meilleur ami. Mais ces derniers temps, je ne pouvais plus le supporter. Il devinait tout ce que je pouvais penser. Pas moyen de lui échapper. Parfois même, il me disait tout ce qui passait dans ma tête et qui n'avait pas encore pénétré dans mes pensées. Je vivais nu, j'avais pourtant tout prévu, mais j'ai probablement laissé le corps trop près de la route. Voilà. Il commença par remuer le café au lait avec la petite cuillère, le liquide arrivait à ras-bord, emporté par le mouvement de l'ustensile d'aluminium. Le récipient était ordinaire, l'endroit bon marché. On entendait le bruit de métal contre le verre. Tin, tin, tin. Et le café au lait faisait des tours, et un puits au milieu, un maelstrom. Et moi, j'étais assis en face. Le bistrot était plein de monde. Un homme continuait à remuer, immobile, et souriait en me regardant. En moi, quelque chose se souleva. Je le dévisageais de telle manière qu'il se crut obligé d'expliquer. Le sucre n'est pas encore fondu. Pour me le prouver, il donna quelques petits coups dans le fond du verre. Il recommença ensuite avec une énergie accrue à remuer méthodiquement le breuvage, des tours sans arrêt, toujours le bruit de la cuillère sur le... Et tin, 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 et ça continuait sans arrêt, éternellement, des tours, et il continuait de me regarder en souriant, et j'ai sorti mon revolver, puis j'ai tiré. Alors il est évident que la fréquentation de la part de ce personnage... Max Aube, via Picasso, etc. Même si c'est pas sa culture, le surréalisme, fondamentalement, d'après ce que j'ai cru comprendre du reste de son œuvre, voilà, il y a rappelez-vous de l'éloge de l'acte gratuit, sortir dans la, voilà, le plus bel acte surréaliste, c'est sortir dans la rue avec un revolver et puis tuer le premier venu. Donc, il y a cet éloge sarcastique comme ça de l'acte gratuit, mais qui est assez jouissif à lire, avec toujours le travail sur cet art du bref et des textes courts, c'est le travail de la série. C'est très drôle en série, il y a un effet de répétition, de running gag et de variation aussi, qui est comme ça, qui fait une construction qui est très drôle. Et puis c'est une tradition littéraire moi que j'aime beaucoup, c'est l'art du canular. Alors là on va passer à un truc qui a rien à voir. Bon c'était parce que c'est ce gros livre. Alors c'est un peu honteux hein, parce il est tellement gros le bouquin que j'avoue que là en regardant l'édition, je l'avais plus à la maison là, je l'ai trop donné, acheté. C'est sûr qu'il fait 900 pages et là ils ont fait chez Babel, ils ont vraiment, c'est très petit, mais vraiment très très petit. Il y a 20 ans ça va hein, à 20 ans ça va, c'est un peu dur. 40, alors ça c'est un bouquin, je crois que c'est le seul que j'ai choisi qui était vraiment dans la bibliothèque de mes parents, parce que mon père était militant d'un petit groupe trotskiste en 1942-43 pendant la guerre.
et qui avait donc une bibliothèque avec plein de livres qui pouvaient toucher à la politique, etc., et qu'il a continué à acheter après, et qui pouvaient en effet des livres qui nous racontaient l'histoire du XXe siècle, et en particulier d'une chose assez méconnue, c'est-à-dire la critique de gauche du stalinisme. Donc ça, il y avait ça chez moi, il y en avait des kilos, je ne les ai pas tous lus très loin de là. Et alors ça, c'est un livre qui est un peu en marge de tout ça, parce que c'est l'un des plus grands romans d'aventure du XXe siècle. Ça s'appelle Sans patrie ni frontières. En anglais, ça s'appelait pas du tout comme ça s'appelait Out of the Night, parce que ça a été écrit en américain. C'est sorti en 1941. La date est assez importante, et c'est sorti en France en 1947 dans un éditeur, enfin c'était quasiment un conte d'auteur en fait. Et puis ensuite il y a eu des rééditions en lattès, etc. Et en Club du Livre et en Babel en 97 grâce à Gérard Guégan, qui a jugé que voilà, c'était un des 10 livres qui devait être dans la collection qu'il a intitulé Révolution. Alors, ce livre, c'est l'histoire je veux pas en lire un bout, parce que en fait, j'ai cherché des bouts, mais c'est impossible à lire par bout. Alors, en gros, on commence, il a 15 ans, il y a 3 pages pour dire d'où viennent ses parents, sur les 900. Ça, c'est giclé en 3 pages. Ensuite, il a 15 ans, il voit la révolution spartakiste, ça fait 5 pages. Ensuite, etc. Et on avance dans le siècle. Et puis, il devient marin, il devient syndicaliste des marins, et puis il est repéré comme étant un membre du parti communiste allemand particulièrement brillant, charismatique, et puis courageux, aventurier. Les agents du Comintern se disent il va être merveilleux, il devient agent du Comintern, mais ça veut dire que dans ce récit, qui est un récit vraiment de roman d'aventure, alors au milieu des grèves, des machins, des choses, mais comme il devient agent du Comintern, le garçon, il va en Chine, il va aux États-Unis, alors il est caché dans la fausse cheminée des paquebots, dans les soutes, et puis il agite la grève là, puis il s'en va là, puis surtout, enfin il agite pas que la grève, il dit aussi, ben non, il faut arrêter la grève, parce que c'était comme ça aussi à cette époque-là. Donc il avale quand même pas mal de couleuvres, il avale des couleuvres. Je suis pas arrivé à retrouver le passage, mais c'est un des passages les plus beaux, c'est-à-dire que dans l'éthique, dans la contre-éthique de cette époque, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment un authentique fils de l'utopie révolutionnaire. Même quand il est agent du Comintern, il garde ça enraciné en lui, et il n'est pas du tout, c'est pas un théoricien, et puis c'est pas un dissident, comment dire, qui, comme tant d'autres, aurait pu à un moment donné dire, mais pourquoi on me demande de faire le contraire de mes idéaux, je vais m'en aller. C'est pas ça, c'est lui, il croit toujours que, ouais, mais bon, c'est trop important dans le rapport de force mondial, dans tout ça, bon, bah, il faut continuer à avaler la couleuvre, c'est pas grave. Donc, évidemment, on va lui demander d'aller, sinon zigouiller, du moins torpiller son ancien meilleur ami, qui était leader des marins à Hambourg, et puis de machin. Partout, on va sans cesse lui demander de faire des trucs où il va falloir qu'il donne des preuves, parce qu'on va dire celui-là il est trop aventuriste, celui-là il est trop ceci, celui-là il est plus de notre bord, celui-là. Et puis on découvre, c'est un livre d'histoire aussi, parce qu'on va découvrir que l'un des enjeux majeurs de ces années 20 et 30, c'est des changements à 180 degrés de la politique extérieure de l'URSS tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il faut redire le contraire. Mais il faut que par capillarité, tous les organes et tout ça, il faut qu'ils s'adaptent. C'est le Front Populaire, c'est ignoble. Ah non, 2 ans après, c'est bien, il faut faire le Front Populaire. Enfin, et il faut sans cesse, jusque évidemment au pacte Staline-Hitler, qui a été le plus dur à avaler pour des millions de sympathisants communistes, et en particulier à Paris, par exemple, tous les juifs communistes qui ont quand même eu à ce moment-là extrêmement, du carreau du Temple à la rue des Rosiers, ça devait être un peu dur de voir que Staline et Hitler faisaient un pacte. Alors, ce qui est aussi important dans ce livre, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas un dissident, un théoricien, etc., mais c'est aussi un être humain avec une femme, un fils, etc. Et donc, quand je dis c'est un roman d'aventure, il y a tous les éléments par rapport à ça, et tous les éléments d'un film de James Bond, hein, c'est-à-dire que, évidemment, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il est mis en prison, et à ce moment-là, on lui demande, le Comintern lui demande de devenir un agent double pour la Gestapo.
Il y a sa femme et son fils qui sont voilà, un peu en chantage des deux côtés. Il va devenir cet agent double, il va devenir fou. Il va aller en URSS, il va s'enfuir du URSS, il va arriver aux États-Unis en 1939 et il va écrire ce livre qui fera paraître en 1941 et qui va être un best-seller aux États-Unis. Et qui ne l'est jamais devenu en France. Voilà, c'est de ce point de vue-là. Alors par ailleurs, je vous promets, en tout cas, du sang et des larmes. Hein. Moi, je trouve que c'est un excellent livre de plage pour se dissocier des autres, mais c'est un livre de plage. C'est aussi autant n'emporte le vent. Hein. Je veux dire, il y a sa femme, merde, elle va mourir, merde, là, il est à Dachau, là, il se passe. Ah non, on est pris, hein. Parce que Dachau, vous le savez, le camp de Dachau a quand même été ouvert d'abord pour y mettre des communistes. C'est affreux, hein. C'est un cauchemar. Tu l'as lu, toi? Tout le monde s'est fait tuer. Alors, juste, là, c'est cauchemardesque, c'est génial. Hein. Alors, tu confirmes? Ah ben, c'est fantastique. Et Caril, monsieur Caril Ferret, c'est à peu près ce que c'est qu'un bouquin qui s'est allé jusqu'au bout. Ouais. Alors juste donc j'ai fait lire à ma fille, parce que quand on est de gauche, en fait, les gens de gauche doivent lire ce livre, en fait. Ça calme, hein. Ouais. Et elle a rien trouvé sur lui, comme s'il n'existait pas. Elle a rien trouvé sur Yann Valtine. Alors après c'est Internet et Wikipédia. Non, mais Yann Valtine, ensuite, il a écrit 2 romans, dont un que je me suis débrouillé pour acheter, etc., et qui est pas bon, parce que je m'étais dit, tiens, mais ça pourrait être bien, qui est pas bon. Et puis il est mort, pas vieux, enfin il est mort en 51 ensuite, et puis voilà, 56, il est mort dans les années 50. Ah non, mais ici, enfin, grâce, là, on peut dire merci, voilà, il y a quand même, dans cette histoire d'édition, c'est un livre, hein, qui paraît en 47 en français, et tous les 10-15 ans, tous les 10, 15 ou 20 ans, il est réédité. C'est hyper important, ce genre de réédition. Qu'une nouvelle génération, parce qu'il a assez bien marché, en fait, quand même. Ah, il a dû en vendre, je sais pas, ils en sont à 10-15 000, il y a eu des rééditions. J'ai demandé à Olivier. Et voilà, et il a été épuisé plusieurs fois. Donc c'est quand même des choses qui transmettent une mémoire, et c'est une belle mémoire, parce que c'est une mémoire qui, face à, par exemple, tout un discours qui peut être tenu sur nazisme, lénino-stalinisme, c'est la même chose, etc., de comprendre les espoirs que mettent les gens, la subjectivité révolutionnaire bolchevique n'est pas la même que la subjectivité révolutionnaire nazie. Et ça, mon père me l'a appris et j'y crois encore. Non, mais et c'est important de revenir justement à cette subjectivité. On ne peut pas la comprendre sans passer par ce genre de bouquin, et qui n'est pas un bouquin d'un idéologue. Il est même pas très fut-fut, même pour critiquer ce qui est critiquable dans le léninisme ou le stalinisme. Il y comprend pas grand-chose. Il se dit, bon, bah, à la fin, exige les moyens, hein, je veux dire, voilà. Et on fait le bien du prolétariat, hein. Et moi, je viens de là. Donc, c'est pas un bouquin qui est intelligent, enfin, tu vois, c'est pas un bouquin où il y a une analyse critique très subtile. Bon, j'arrête parce que sinon, je pourrais pas parler des autres. Alors, ensuite, on va parler des armes secrètes de Julio Cortázar. Alors, en fait, Cortázar, moi, ça fait partie typiquement de ces auteurs où j'ai essayé parfois de lire la grande œuvre, ou les grandes œuvres, la Marelle, tout ça. Puis à chaque fois, j'ai canné. Je l'avoue, hein. Il y a plein de gens qui l'avouent pas, hein. Il y a plein de gens qui font semblant. Il y a plein de gens qui disent qu'ils vont relire Proust ou Musil pendant l'été, tout ça, machin. En fait, tous ces gens-là, parfois... Hein, bref, c'est pas les mêmes, hein. Ceux qui vont lire Proust et Musil, c'est pas les mêmes. Donc voilà, donc moi j'avoue que... Bon, et puis, en fait, je sais pas, là j'ai pas trouvé à quel moment j'ai aimé ce bouquin. Ce que je sais, c'est que moi je suis rentré par Chronope et fameux. C'est-à-dire que là, vraiment, qui est plus bas que la nouvelle, qui est vraiment dans le texte court. Je peux vous en lire une, parce que c'est vraiment ça, moi ça me tue, ça me tue vraiment, ça. Chronope et fameux. Préambule aux instructions pour remonter une montre. Pense-y bien, lorsqu'on t'offre une montre, on t'offre un petit enfer fleuri, une chaîne de rose, une geôle d'air. On ne t'offre pas seulement la montre, joyeux anniversaire, nous espérons qu'elle te fera de l'usage, c'est une bonne marque suisse à encre à rubis. On ne t'offre pas seulement ce minuscule pic vert que tu attacheras à ton poignet et promèneras avec toi. On t'offre, on l'ignore, le plus terrible c'est qu'on l'ignore, on t'offre un nouveau morceau fragile et précaire de toi-même. Une chose de toi, qui est à toi, mais qui n'est pas ton corps. Il faut attacher à ton corps par son bracelet comme un petit bras désespéré agrippé à ton poignet. On t'offre la nécessité de la remonter tous les jours.
l'obligation de la remonter pour qu'elle continue à être une montre. On t'offre l'obsession de vérifier l'heure aux vitrines des bijoutiers, aux annonces de la radio, à l'horloge parlante. On t'offre la peur de la perdre, de te la faire voler, de la laisser tomber, de la casser. On t'offre sa marque et l'assurance que c'est une marque meilleure que les autres. On t'offre la tentation de comparer ta montre aux autres montres. On ne t'offre pas une montre. C'est toi le cadeau. C'est toi qu'on offre pour l'anniversaire de ta montre. Bon, ça, c'est vraiment sublime. Alors, Chronop, le Chronop est fameux, c'est que ça. C'est comment on monte un escalier, comment, etc. Et c'est à chaque fois montrer les espèces la folie, voilà, inapparente sous l'infraordinaire de la vie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que en 94, je peux quand même dire du bien de temps en temps. Il faut bien le dire de Gallimard, de temps en temps seulement, hein, sinon ça va pas aller. Ils ont fait vraiment, et puis ils l'ont fait en quarto, je crois. Alors là, maintenant ils multiplient. Bon, ça c'est aussi le jeu marchand. Ils ont fait un truc complet de toutes les nouvelles et des textes courts. Parce qu'en fait, je crois que Cortázar est l'un des plus grands novellistes du XXe siècle. Et pas forcément le plus grand romancier du XXe siècle. Et c'est vraiment assez fou. Hein. D'ailleurs, le tome, c'est énorme, hein, le nombre de nouvelles qu'il a fait. Et il y a le quarto là, voilà. Alors, les armes secrètes, en fait, j'en avais lu dans cette espèce d'énorme volume, mais il est ressorti. Il y a eu une réédition de Folio récemment, donc je l'ai piqué chez Gallimard en passant, et parce que j'y travaille, hein, c'est pour ça, donc je l'ai pris. Et du coup, je l'ai relu comme recueil, parce que c'est aussi le problème de ces choses-là, c'est qu'on lit plus les choses forcément dans le recueil. Or, c'est le premier recueil de nouvelles qu'il fait paraître, et qui le fait connaître comme grand novelliste. Donc ça paraît, en gros, alors ça, là, il n'y a pas de problème de traduction, c'est Las Armas Secretas. Ça paraît en 57. Alors, le petit gars, il est quand même né en 14, hein, Cortázar. Un père diplomate. À Bruxelles, il est né, en fait. C'est ça qui est marrant. Il est né à Bruxelles d'un père diplomate, et ensuite, il a rejoint l'Argentine en 18. Mais en fait, il a commencé à réellement... il a traduit Jarry, Lautréamont, passionné du surréalisme, etc. Mais en fait, c'est pas qu'il écrit... Enfin, il fait partie de ces écrivains qui n'écrivent pas à 20 ballets. Hein, c'est quelqu'un qui a publié finalement ses recueils de nouvelles. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse avant et voilà, et qui s'exile en France en 51. Alors là, je tiens quand même à préciser, parce que c'est quand même assez incroyable, je trouve. D'abord, c'est un des plus beaux écrivains de l'histoire du XXe siècle, parce qu'il est beau. Il est né en 14, les gens, dans les années 50, ils croyaient qu'il avait 30 ans. C'est-à-dire qu'il avait un truc de dingue, il avait un air follement juvénile en permanence. Oui, c'était semi une maladie, mais c'était, non, ceci dit, c'était assez incroyable. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est assez important le rapport qu'on a avec l'Argentine, du point de vue des lettres, etc. Donc lui, c'est une espèce, voilà, de quelqu'un qui est considéré un peu comme un espèce de quelqu'un qui était un peu un disciple de Borges, mais que c'est pas. Bref, il n'est jamais arrivé à. Il a eu son heure de gloire, hein, dans les années 60-70, mais depuis, c'est pas qu'il est dans un purgatoire, mais je trouve qu'il n'est pas considéré à sa juste place, et peut-être parce qu'il y a justement ce rejet de la nouvelle en France, qui fait que tout d'un coup, un écrivain dont le summum de son art c'est la nouvelle, bon, en France ça va être un peu dur pour lui, quoi. Bon. Alors, sur ce recueil, moi je vais pas en dire beaucoup, je vais vous demander juste déjà de lire la première, qui s'appelle Les Lettres de Maman. Alors Borges, ça parle vraiment toujours du monde, de son monde contemporain à lui, hein. Voilà, là c'est un dessinateur industriel qui vit à Paris avec sa femme Laura, machin, ils viennent d'Argentine, enfin des trucs qui sont assez directement, non pas transposés de sa vie, mais enfin de choses qu'il a côtoyées très immédiatement, etc. Puis voilà, c'est un couple middle class, on pourrait être chez Pérec, voilà, et en fait, voilà, il y a les lettres de la mère qui arrivent de temps en temps, puis la mère, elle est un peu, elle a l'air d'avoir des petits problèmes psychiques, etc. Et puis, au fur et à mesure, alors là, avec vraiment un art du dévoilement progressif des choses, dans une espèce de normalité très moderne, middle class, sympa, normale. D'un coup, ces lettres vont commencer à faire un travail absolument terrible de retour des hantises, de ce qui s'est passé justement en Argentine, etc.
et des raisons de leur mariage, et des dépits amoureux, de la mort peut-être de celui avec qui il aurait fait... Enfin, je ne veux pas en dire plus, parce qu'il faut le lire. Et puis qui vont entraîner... À la fin de la nouvelle, on sait simplement que ce couple est définitivement séparé et ne pourra rien sans dire. Qu'ils ne pourront rien sans dire du fait qu'ils n'ont plus... C'est fini. Ils sont devenus deux inconnus à eux-mêmes, ou deux ennemis à eux-mêmes, mais tout. Ça, seul le lecteur peut s'en apercevoir, quoi. On met le lecteur dans une position véritablement démiurgique de voir la destruction silencieuse de deux êtres. Alors, ce que je trouve, je vous dirais juste ça, ce que je trouve extraordinaire dans ce recueil, c'est que quand je lis la première nouvelle, parce que en fait, il y avait un élément moteur qui me manquait quand j'ai lu ce recueil de nouvelles, c'est que la troisième nouvelle a été adaptée par Antonioni. La troisième. La troisième, elle s'appelle... je ne sais plus comment dire. La fille du diable. Je sais pas quoi, c'est un nom un peu bizarre. Et qui a donné le film Blow Up. Et donc, qui se passe sur l'île de la Cité. Voilà. Un type qui se promène là, tout à coup, et qui va avoir une... Tiens, c'est étrange. Tiens, il y a un gamin là, puis... Tiens, la femme, elle a l'air plus vieille. Mais c'est un couple. Ah ben non, c'est peut-être une mère et un enfant. Puis il y a une voiture, puis il commence à avoir un espèce de tableau complexe, il va prendre une photo. Je vous en dis pas tellement plus. Et après, il raconte l'histoire, il l'écrit 5 jours plus tard quand il a révélé la photo, et que la photo lui a révélé qu'est-ce qu'il avait fasciné. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce qu'il était en train de voir. En fait, la transposition dans le film Blow Up est vraiment dans un endroit totalement différent et dans une circonstance différente. C'est vraiment une adaptation hyper intelligente, parce que c'est pas une adaptation... Hein, vous l'avez vu, Blow Up, Swinging London, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance de la nouvelle voilà, c'est une vraie transposition, mais qui réutilise exactement le rapport différentiel d'espace-temps qu'il y a eu de révélation photographique de la vérité cachée dans les choses qu'on voit, quoi, hein, qui est vraiment l'élément moteur chez lui. Et ce qui est marrant, moi, c'est que, en fait, dès la première nouvelle du livre, je me suis dit, putain, ça pourrait être un film d'Antonioni. Mais c'était pas la bonne. Et à peu près toutes les nouvelles de ce livre pourraient être des films d'Antonioni. C'est vraiment incroyable. Il y en a une autre qui est absolument magnifique, sur un journaliste qui fait de son vivant, qui essaie de faire la biographie, l'entretien avec un grand saxophoniste de jazz, et qui est complètement dopé, etc. Et c'est totalement incroyable. Parce qu'il se pose aussi les questions, l'autre le renvoie, est-ce qu'il parle bien de son truc, est-ce qu'il est fasciné par lui, est-ce qu'il doit écrire sur lui, et ça va jusqu'à sa mort au moment de la sortie du livre, et à ce moment-là, il se retrouve piteux, qu'est-ce qu'il a fait, il a essayé de vampiriser un truc, mais est-ce que c'est juste d'écrire un livre sur un mec qui est juste un mec vivant? Est-ce qu'on peut écrire un livre là-dessus, hein? Ouais, mais il l'appelle Johnny dans le... Et c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... Là aussi, je suis sûr qu'Antonioni aurait fait un très bon film là-dessus. Bref. Alors, je vais vous parler d'un de mes écrivains préférés. Bon, lui, il fait vraiment partie des écrivains vraiment que je révère. C'est Witold Gombrowicz. Donc, voilà. Donc là, moi j'aime beaucoup mon livre préféré peut-être de Witold Gombrowicz, c'est la pornographie. Donc là, c'est vraiment dans les 2 ou 3 Cosmos, Ferdinand, la pornographie, etc. Bon, c'est vraiment des romans qui sont très attachés à l'interprétation des signes, comme ça, voilà, avec des personnages qui voient le monde à travers des signes, vraiment. Ils voient des signes dans la réalité, comme ça. Donc c'est une interprétation, on va dire, assez paranoïaque d'ailleurs de la réalité, et qui vont... Bon, là, je vous propose un livre qui a rien à voir avec... qui est assez à côté, là encore, dans l'œuvre du bonhomme, et qui est peut-être d'ailleurs moi je trouve peut-être d'un accès plus facile, et qui est là encore un livre qui n'est pas du tout défendu par les Gombrowicziens. Alors Gombrowicz, bon, le garçon, il est né à Varsovie,
une famille de noblesse terrienne, etc. D'où le côté terriblement aristocratique. Non, mais regardez une interview de Gombrowicz une fois, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment une arrogance. Je suis polonais, si j'étais chinois, vous diriez que je fais de la littérature chinoise, etc. Il est incroyable, il est complètement, enfin, il est déchaîné il a une espèce de port de nuque comme ça, totalement aristocratique. Il est vraiment incroyable. Bon. Et c'est un provocateur fou. Et en même temps, le destin de cet homme-là, c'est qu'il va être dans les années 30 polonaise, qui est un moment vraiment d'intense. Il y a une énorme activité littéraire en Pologne dans les années 30, et pas seulement littéraire, et qui... là, il fait partie vraiment d'une avant-garde, il est une sorte de prodige. Il a écrit ce premier livre qui est un recueil de contes, qui a été bêtement rebaptisé Bakakai, ce qui ne dit pas grand-chose, alors que le premier titre c'était Mémoire du temps de l'immaturité. Et là, quand on entend Mémoire du temps de l'immaturité, toute l'œuvre, c'est génial, c'est son premier livre en Pologne, et c'est toute l'œuvre est là, puisque c'est son thème central. C'est combattre ce qu'il y a de sclérosé, ce qu'il y a d'esprit de sérieux, ce qu'il y a, etc., de fausse maturité du monde adulte, le combattre avec les anciennes forces profondes, ancestrales de l'enfance qui doivent demeurer en nous, de l'immaturité, etc. Il ne faut pas l'incarner en disant vive l'enfance, ça va le monde adulte, mais c'est d'essayer de perpétuer une espèce de principe d'immaturité comme force d'opposition au conformisme, etc. Donc tout est dit, ce qui est génial quand même dans ce premier titre. Alors, évidemment, Bakakai, c'est moins intéressant. Alors, il fait il est vraiment une espèce de prodige. Il devient copain d'un autre auteur dont je vais vous parler, avec qui il y a des correspondances complètement dingues, enfin des trucs de fou, avec Bruno Schulz, qui est la tendance du garçon chétif, agoraphobe, hyper, etc., que j'adore aussi. Hein. Alors évidemment, l'autre est dominant, puis l'autre, évidemment, c'est la noblesse polonaise, l'autre, c'est le juif du ghetto, donc il y a un rapport, mais un rapport fou entre eux, mais c'est complètement génial, les correspondances sont incroyables. Et c'est Bruno Schulz qui va faire l'édition illustrée de Ferdi Durk, le roman culte de Witold. Il y a un rapport, d'ailleurs, sadomaso entre eux, complètement extraordinaire, hein. Voilà, on va pas partir là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais moi, je me suis attaché à un truc, c'est en 39, au début de l'été 39, Gombrowicz part en Argentine. En Argentine. Alors moi, je suis jamais allé ni en Pologne ni en Argentine, mais ce soir, j'ai l'impression que j'y voyage beaucoup. Il part en Argentine dans un voyage payé, d'écrivains, d'auteurs et d'artistes qui vont en Argentine, qui est la suite de l'Europe. Hein, ça fait partie de l'Europe quand on doit faire une grande campagne pour à l'extérieur montrer que les arts polonais sont brillants, etc. Mais on va aussi en Argentine à cette époque-là. Et il y va, il y arrive, et puis paf, une fois qu'il a posé le pied sur le sol argentin, paf, merde, il y a Adolphe qui a commencé à envahir la Pologne. Donc là, ça commence à devenir un peu problématique. Il va falloir peut-être rentrer. Alors, peut-être pas rentrer en Pologne, mais ou peut-être rentrer en Europe pour se battre, pour défendre. Et lui, il va pas rentrer. Il va pas rentrer. Voilà. Il est le seul de ce groupe d'artistes. Il se débrouille. Il reste en Argentine. Il en devient donc la honte de son pays. Il refuse de rentrer. C'est un lâche, c'est un déserteur. Et pour vous dire la suite de sa vie, ensuite quand il aura fini tout ça en Pologne, en Argentine, et ben ensuite il va partir tout petit peu à Berlin, et puis ensuite il va venir finir sa vie avec Rita Gombrowicz, qui est toujours vivante, qui habite métro du Roc, qui est une femme extraordinaire, et avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner une fois ou deux, et finir sa vie en France à Saint-Paul-de-Vence ou à Vence, je sais plus. Donc il a écrit un livre très étrange. Il a écrit un livre sur cet épisode très précis qui est le fait qu'il ait trahi son pays et qu'il soit resté en Argentine.
donc sur cet épisode de l'été 39 et des années qui suivent, qu'il a condensé dans un livre, qu'il a écrit entre 48 et 50. À ce moment-là, il travaille comme modeste copiste, parce qu'en Argentine, il n'a pas du tout vécu la grande vie. En Argentine, il a vécu une vie assez médiocre, en fait, et très, très déclassée, en fait, par rapport à ce qu'il pouvait être en Pologne. Donc c'est un choix qui est un choix très... Voilà. C'est un choix de lâcheté et de courage. C'est un choix très ambivalent, en fait, quand on y réfléchit. Et à ce moment-là, il bossait comme petit bureaucrate dans la banque de Pologne en Argentine, et c'était pas tous les jours Byzance. Voilà, il jouait aux échecs. C'était un grand joueur d'échecs dans les cafés de Buenos Aires. Et aussi, vous allez comprendre pourquoi ça a un quelconque intérêt, semble-t-il, mais les biographes ne s'y attachent pas, Rita Gombrowicz non plus, je crois, aussi fréquentant aussi certains milieux homosexuels de Buenos Aires. Alors, le bouquin en question, il est très étrange parce que, en fait, Witold Gombrowicz, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit qu'une nuit, je rentrais à pied de Caballito, je me mis par jeu à ordonner sur un mode grand guignolesque les souvenirs de mes premiers jours à Buenos Aires, et ce faisant, par la force du passé même, je me suis senti anachronique, drapé d'un style archaïque, empêtré dans une sclérose presque préhistorique, et cela m'a tellement réjoui que je me suis mis à écrire quelque chose qui devait constituer mes mémoires préhistoriques de cette époque. Il y a un côté Salvador Dali qui serait un grand écrivain. Dans ce livre-là, qui est en effet entièrement écrit dans un style grand guignolesque, qui est un style dont on ne peut pas forcément comprendre tout en français, et qui est, d'après les traducteurs de Gombrowicz, le livre le plus difficile à traduire de Gombrowicz en français, parce que, en fait, ça fait référence à un style satirique qui a eu lieu aussi au XIXe siècle dans la littérature polonaise. Donc il y a aussi, et ça, avec les livres étrangers, il faut s'y plier, il y a des choses dont nous ne goûterons pas le sel, dont nous ne pourrons jamais comprendre complètement la dimension, et probablement elle nous échappe, celle-là. Mais alors, moi je vais vous lire juste un passage, parce que ça me fait vraiment... Moi, ça me fait rire. Alors, ce livre... Moi, Gombrowicz, il y a aussi évidemment le journal qui m'a énormément accompagné pendant plein de périodes de ma vie, puisque le journal de Gombrowicz, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de choses pas intéressantes dedans, quand il parle de la Pologne et ses débats avec sa polonitude et tout ça, mais il y a plein de choses vraiment, vraiment folles. Et c'est vrai que pendant 8 ans, en fait, j'ai donné des cours d'adaptation d'œuvres littéraires en scénario dans le département de cinéma de Paris 8. Et donc mon unique but, était de donner aux étudiants des extraits de textes littéraires absolument inadaptables pour les empêcher de se livrer au coupé-collé. Alors, c'est un peu... Parce qu'il y avait plein de profs qui leur donnaient des nouvelles de Maupassant. Alors voilà, extérieur, jour, puis le dialogue, et puis c'est bon. Moi, je leur donnais que des trucs invraisemblables, difficiles, où il fallait faire un effort d'adaptation qui est le même dont je vous parlais, c'est-à-dire celui de la nouvelle de Cortázar pour faire le film d'Antonioni, quoi. Il faut juste essayer de reprendre l'esprit de la chose, la structure, le temps de développement de l'image qui permet de révéler ce qu'on n'avait pas vu, et hop, on en fait un film. Mais en changeant toutes les conditions. Donc moi, je leur donnais 2 choses de Gombrowicz. Je leur donnais un truc du journal, où à un moment, j'adore, il est sur une plage, et en fait, il y a des coups de vent, etc., et puis il s'aperçoit qu'il y a un petit coléoptère qui a été retourné par le vent, et qui fait avec ses petites pattes, et puis il le retourne, et ça fait 3 pages dans son journal. C'est-à-dire parce qu'il est très obsédé en effet par les signes, et tout d'un coup, là, il remet en branle à peu près tout l'existentialisme, Sartre, parce qu'à chaque fois, tout de suite, il voudrait être philosophe, Gombrowicz. Donc il remet ça immédiatement dans une sorte de généralité métaphysique. Alors, et puis, ah merde, il y en a un autre de coléoptère. Il le retourne, et puis il le retourne, tout d'un coup, il se lève, il s'aperçoit qu'il y en a des dizaines, mais des centaines, puis toute la plage est couverte de coléoptères qui sont retournés, qui font... Et à ce moment-là, il dit, et à quel moment j'arrête? Et je ne suis plus un humaniste. Etc. Et il y a un espèce de délire là-dessus qui est absolument génial. Alors je donnais ça aux étudiants qui se demandaient ce que je leur ai donné, et je donnais cet autre passage, alors qui est
Il est arrivé en Pologne, le consul lui a vraiment dit ça serait bien que vous repartiez. Il a dit non, je vais pas repartir. Enfin, il a pas dit je vais pas repartir, il a dit oh je vais repartir, non je vais pas repartir. Enfin, il a fait tout un cinéma. Puis il reste. Et puis finalement, il est invité quand même dans une cérémonie littéraire très importante où il va être confronté à des écrivains argentins. Alors la scène que je vais vous raconter est évidemment une transposition d'une confrontation qui a dû avoir lieu à ce moment-là avec Borges. Alors voilà, alors il arrive. Alors, c'est là. Cet homme, on est dans un cocktail. Hein. L'un des plus étranges spécimens humains que je vis jamais était supérieurement raffiné. Et d'instant en instant, il se raffinait davantage. Enveloppé dans un cache-poussière, il portait d'énormes lunettes noires qui le séparaient, telle une palissade du monde environnant, autour du cou une écharpe de soie semée de petits pois mi-ronds, aux mains des gants d'organdi noirs coupés à mi-doigt, sur la tête un chapeau noir à bord mi-large. Ainsi fagoté, isolé, il élevait par instant jusqu'à sa bouche un étroit flacon dont il buvait une gorgée, s'essuyait le visage avec un mouchoir en organdi noir, s'éventait, les poches bourrées de papier de manuscrits qui s'échappaient sans fin, et sous les bras des livres. Alors, je coupe un peu. Tout soudain, Pical, ça c'est les petits cons, les petits bureaucrates du consulat. Pical et Baron à mon oreille. Vas-y, mords-le! Et le conseiller à l'autre oreille. Mords-le, mords-le! Je ne suis pas un chien, dis-je. Mais le conseiller me susurra. Mords-le, mords-le, mords-le. Nous sommes conchiés de honte, car c'est leur écrivain le plus célèbre, et qu'on le vénère en présence de notre grand génie polonais. Voilà qui ne se peut endurer. Mords-le, merdeux, vas-y, génie, mords-le, sinon c'est toi que nous allons mordre. Et en effet, je ne vis tous derrière moi, les miens, toute la meute, plantée là, rien à faire, il me fallait le mordre, car les miens ne me ménageraient pas. M'adressant donc à mon voisin et assez fort pour que l'autre, il y a beaucoup de majuscules, m'entende, je déclarais « Je n'aime pas que le beurre soit trop beurre, le gruau trop gruau, les nouilles trop nouilles, la bouillie trop bouillie. » Dans le silence général, ma remarque retentit comme le son d'un bugle, et du coup je devins le point de mire de tous les regards. Lors, ce collégidor interrompit sa célébration et braquant sur moi ses lunettes me fixa au fond de ses ténèbres. Oui, ça c'est Borges, l'aveugle, etc. À voix basse, il demanda à son voisin quel était cet individu. Un écrivain étranger, répondit le voisin, ce qui plongea notre escritor dans la perplexité. Ne serait-ce pas un anglais, s'enquit-il, un français ou alors un hollandais? Un polonais, dit le voisin. Un polonais, s'écria-t-il, un polonais. Lors, rajustant son chapeau sur son chef, il effectua quelques ronds de jambes raffinées, fouilla dans ses grimoires et paperasses et déclara à l'intention non de moi, mais des siens. Il vient d'être proféré ici. Non, là, c'est le. Voilà. Il vient d'être proféré ici que le beurre est trop beurre. Une idée certes intéressante, oui, cette idée. Dommage qu'elle ne soit pas nouvelle. Sartorius l'a déjà formulée dans ses bucoliques. Et là, etc. Et ça continue comme ça. Je saute. Craignant qu'à cause de ces miens merdeux, qui me tenaient pour un merdeux, je ne fasse figure de merdeux aux yeux de tous ces autres merdeux, et brillant du désir de couler ce grand merdeux, je hurlais « Merde, merde, merde !» Il répondit une idée qui mérite considération. Une fois nappée de crème fraîche et passée au four avec des champignons, elle serait même excellente. Mais hélas, elle a déjà été exprimée par Cambronne. Ayant dit, il se retira dans son cache-poussière tout en minaudant de la jambe. Je restais quoi ? Ma langue oubliée dans ma bouche. Ah, la canaille ! Il avait si bien rentré dans le gosier que tous les mots me fuyaient. Ainsi donc, rien n'était plus à moi. Mon bien n'était plus mon bien, mais pur larcin à autrui dérobé. Donc à ce moment-là, ça continue la joute verbale. Et puis finalement, il y a un puto. C'est-à-dire un gigolo qui est là, qui a fait de l'incruste dans l'espèce de buffet, etc., qui est là, et puis finalement, il va se mettre à marcher de long en large dans le truc. C'est-à-dire qu'en fait, la joute ne devient plus verbale, mais devient purement gestuelle. Le puto commence à marcher dans son sillage, et puis ils partent tous les deux, puis en fait, il va vivre avec ce puto, qui va, voilà, et ensuite tout le reste du livre, c'est que ça devient son meilleur copain, et sa honte. Lui, l'aristocrate polonais, il est avec un puto argentin, mais qu'est-ce qu'il fout là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le puto va tomber amoureux d'un mec de la diaspora polonaise en Argentine, qui est un fils de noble, et va essayer de transformer Gombrowicz en mère maquerelle et entremetteuse pour essayer de se faire le fils d'aristo polonais. Donc il est dans la merde, il est sans cesse avec cette espèce de dilemme, qui est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, pour être vraiment aristocrate, il faut assumer la bassesse, il faut assumer, faut quitter sa classe, enfin tu vois, qui sont toujours ces espèces de dialectiques, qui sont pas du tout des dialectiques politiques,
qui sont des dialectiques voilà, existentielles, très très outrées, très curieuses, mais voilà. Alors, c'est un livre d'outrance, mais c'est un livre vraiment, moi je trouve, d'une drôlerie absolue, quoi. Parce que, en effet, derrière, il y a tout un truc, avec, même dans le langage, le gosier, le machin, le bidule, c'est un langage, en effet, qui est volontairement un peu archaïque. Mais je trouve que ça marche encore assez bien. Hop. Bah alors, on va faire la boutique de cannelle. On n'en a pas beaucoup là, mais c'est pas grave. Hein. Alors, bah Bruno Schulz, là, voilà, c'est l'autre polonais de la bande. Hein. Alors lui, en effet, bon, c'est un destin assez rude. Hein. Il est né dans une région qui appartenait à l'Autriche, qui s'est fait annexer par la Pologne en 18, qui sera réannexée par l'URSS au début de la Deuxième Guerre mondiale, et puis annexée en 41, je crois, par les nazis, et puis lui, il va être dégommé dans la rue, dans le ghetto juif de sa ville natale en 42. Voilà. Donc c'est un destin hyper rude, fils de petit vendeur d'étoffes, très voilà, neurasthénique et malade, qui va mourir alors que Bruno Schulz est assez jeune. Ça se passe dans les années 10-20, comme ce dont je vous parle. Il va faire quelques études, ensuite il va devenir professeur de dessin, et puis il va d'abord engager une œuvre qui est une œuvre de dessinateur. Ça, c'est un autre cas que je trouve assez beau, c'est ces gens qui, voilà, hésitent entre les arts. Voilà, les arts ne sont pas définis tout de suite. En fait, sa carrière de dessinateur, il l'a engagé un peu avant d'oser écrire, et puis finalement il a assez peu écrit. Il a écrit 2 recueils de nouvelles, des correspondances, des essais de critique d'art, et puis quelques nouvelles en plus. Alors ça, c'est son premier recueil de nouvelles. Alors je sais pas d'ailleurs si on peut vraiment appeler ça un recueil de nouvelles. La boutique de cannelle, publié, attendez, c'est quand ça? Ah bah n'importe quoi, j'ai mis en 1975, c'est intelligent ça. Ouais, c'est en 33 ou 34. Oui, c'est 34. C'est publié en 34 en Pologne, il écrit en polonais. Hein. Il sera il fera les dessins de Gombrowicz, mais il sera aussi probablement le traducteur de Kafka en polonais. Alors, ce qui est assez étonnant par rapport à ça. Moi, j'ai choisi ça, mais c'est-à-dire que, en fait, je sais pas pourquoi je me suis mis à choisir aucun écrivain français, ce qui est quand même un peu étrange. J'ai écrit des écrivains étrangers. Et en fait, c'est un écrivain qui est à côté, moi, d'un amour qui a été très important pour moi à la fin de l'adolescence ou au début de mon âge adulte, qui a été le surréalisme. Et puis finalement, avec le temps, des fois, les grandes œuvres surréalistes, bon, on s'en éloigne. Alors il y a eu des œuvres mineures, moi, dans le surréalisme, qui me touchent encore beaucoup. C'était les Crevel, Desnos, les petits récits de Crevel ou de Desnos. Évidemment, je peux encore aimer un peu Nadja, mais bon, pas. Il y a des trucs qui m'énervent là-dedans. Enfin, je parle là des proses des surréalistes. Hein. C'est-à-dire dans leur refus du roman, ils étaient dans un travail qui était entre l'onirisme, leur savoir psychanalytique, leur souci d'automatisme, leur histoire. Je trouve que souvent, ce qui est le plus intéressant dans le surréalisme, c'est quand ils sont quand même colletés à la prose et au récit. C'est-à-dire en contradiction avec leur propre fatwa contre le roman, etc. Machin. C'est quand même souvent là que c'est le plus intéressant. Donc ça, c'est quelque chose, bien sûr, que tous ces gens-là dont on a parlé, de Cortázar, le surréalisme a joué un rôle fondamental, ou Gombrowicz, vraiment, ça n'a rien à voir avec le surréalisme, mais c'est évident que toutes ces choses-là, c'est des choses qui, ailleurs, se faisaient et, comment dire, organisaient autrement une contestation d'une dimension purement naturaliste du réel, par de l'infraréel, de l'onirisme ou des théories des signes. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est évident que chez Bruno Schulz, il y a vraiment une dimension onirique qui peut faire penser à des éléments surréalistes, mais à mon avis, ce serait assez un contresens de dire ça. Là, j'en lisais là ce matin un peu pour pas avoir là trop, pour choisir l'extrait que je vous lirai, et c'est vrai que non, ça a quand même rien à voir avec des écrits surréalistes, hein, vraiment rien à voir du tout. Hein. Et donc en fait, c'est pas un recueil de nouvelles non plus, ce sont
ou alors à chaque nouvelle, il reviendrait avec les mêmes figures. La figure du père, la figure de la servante Adèle, le même quartier, les mêmes choses. Et puis d'ailleurs, dans l'autre recueil aussi, on va retrouver des choses. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours des choses. Et c'est une réinterprétation, c'est un peu comme Little Nemo dans la bande dessinée, où avec ses rêves fantasmagoriques, on revient retravailler oniriquement, mais des mêmes terrains imaginaires, tirés du réel, qui sont les boutiques de cette petite ville natale où il est né, qui n'est pas une grande capitale, qui n'a rien d'extraordinaire, etc. Et avec un père qui vendait de l'étoffe. Alors, une des figures majeures, c'est le père. Et ensuite, il y a des figures de jeunes filles, de femmes, etc., qui sont toutes ces figures qui vont être dans ses dessins, puisque c'est un grand dessinateur de jeunes filles aussi, avec d'ailleurs des scénographies qui sont souvent sadomasochistes, etc. Alors, il y aurait plein d'analyses à faire. Ce matin, j'en ai lu, je me suis dit, oh là, putain, c'est super intello, là, oh là. Ce que je voulais dire, c'est que probablement ce qui m'a touché, moi, dans ces choses-là, entre le fait que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de partir de l'enfance, et que ça part du regard enfantin, c'est-à-dire qu'il y a une subjectivité, la caméra subjective, elle est enfantine. Et elle réarpente perpétuellement le terrain, les scènes primitives d'une jeunesse, de la figure du père. Mais le père, il est mort, il est mort en 1915, son père, il l'a pas beaucoup connu, il l'a vu, mais il l'a vu que dans l'enfance, ensuite il l'a plus vu. Et donc c'est une réinterprétation onirique qui en effet passe du côté un peu du fantastique, un peu, voilà, mais qui perpétuellement renouvelle les hypothèses et aussi ce paysage... Alors le paysage de la ville qui se modernise, le paysage aussi d'un truc qui moi a compté, puisque moi je suis né entre la rue des Rosiers et le Sentier, donc tous les petits magasins de confection. Donc c'est vrai que je continue à faire des photos de mannequins en vitrine parce que je suis né là, quoi, et qu'on est obsédé par ça. Quand on est né dans il y a un territoire d'imagerie, et c'est sûr que ces magasins d'étoffes, les arrière-boutiques, les greniers, les livraisons de tissus, de tout ça, c'est une chose, voilà, c'est un matériau, et il utilise sans cesse ce matériau pour faire des choses qui sont assez dingues. Alors là, il y a un petit texte que je voulais vous lire là-dessus. Il nous fait visiter la rue des Crocodiles, qui est une rue de son quartier. Pourtant, faut-il trahir le donné secret de ce quartier, le mystère soigneusement caché de la rue des Crocodiles. Plusieurs fois, au cours de ce compte-rendu, nous avons fait certaines mises en garde et exprimé discrètement nos réserves. Le lecteur attentif ne sera donc pas surpris par le fin mot de l'affaire. Nous parlions du caractère imitatif de ce quartier, mais ce terme a encore une signification trop nette pour en rendre l'essence intermédiaire et indécise. Voilà, indécise, c'est vraiment le mot de Onochus. Nous garderons toujours le regret d'avoir jadis quitté ce magasin de confection équivoque. Jamais plus nous ne pourrons le retrouver. Nous errerons d'une enseigne à l'autre, en nous trompant toujours. Nous visiterons des dizaines de magasins tout à fait semblables, nous marcherons entre des remparts de livres, nous feuilletterons des publications, nous aurons des pourparlers confus avec des vendeuses à la peau trop pigmentée, à la beauté tarée, qui ne comprennent rien à nos désirs. Nous nous embrouillerons à des quiproquos sans fin, jusqu'à ce que notre fièvre et notre émoi s'épuisent, usés par des efforts inutiles, une vaine recherche. Nos espoirs reposaient sur un malentendu, l'ambiguïté du local et des employés n'était qu'apparence. Le magasin était un vrai magasin, et le commis n'avait aucune intention cachée. Quant aux femmes de la rue des Crocodiles, leur dépravation est des plus médiocres. Étouffées sous des couches épaisses de préjugés, dans cette ville de médiocrité, il n'y a place ni pour les instincts exubérants, ni pour les passions sombres et insolites. La rue des Crocodiles est une concession de notre cité du progrès à la corruption moderne. Nous ne pouvons prétendre qu'à une imitation carton-pâte, qu'à un photomontage fait de coupures de vieux journaux défraîchis. Donc c'est ça qui est très beau, c'est qu'à la fin de tous ces... Il va nous faire monter. Avant, il nous a fait visiter tous ces endroits. On a vu des scènes qui étaient complètement dingues, etc. Et il les déconstruit à chaque fois. Et là, je vais vous lire la déconstruction du père. Et pour moi, c'est un des plus beaux moments de l'histoire de la littérature. J'aurais beaucoup... Voilà. S'il y a un texte que j'aurais aimé faire, c'est celui-là. C'est pas forcément très gentil pour mon papa, mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal d'écrire ça sur son père. Et il arrivait souvent qu'à midi, lorsque nous nous mettions à table, mon père manqua à l'appel. Ma mère devait alors appeler longuement « Jacob, Jacob !» et taper avec une cuillère sur la table pour qu'il daignât enfin émerger d'une armoire couvert de poussière et de toiles d'araignée, l'œil vague, préoccupé de problèmes qu'il était seul à connaître. Peu à peu, nous cessâmes de prêter attention à ces lubies, dans lesquelles il s'enferrait chaque jour davantage, délivré semblait-il de tous les besoins charnels, ne prenant aucune nourriture pendant des semaines,
il sombrait de jour en jour plus profondément dans des affaires étranges et compliquées que nous n'arrivions pas à comprendre. Nous nous habituâmes peu à peu à son inoffensive présence, à son marmonnement silencieux, à ce bâillement enfantin tourné vers l'intérieur et qui se situait en quelque sorte en marge de notre temps à nous. À cette époque, il lui arrivait de disparaître plusieurs jours de suite, de s'égarer quelque part dans les recoins, perdu dans l'appartement, et de telle sorte qu'il devenait introuvable. Au fur et à mesure, ces disparitions cessèrent de nous impressionner, et lorsque, après un certain laps de temps, il réapparaissait de quelques pouces plus petits, plus maigres, l'événement n'arrivait plus à nous intéresser. Nous cessâmes purement et simplement d'en tenir compte, tant il s'était éloigné de tout ce qui était humain et réel. Nœud après nœud, il se détachait de nous. Point après point, il effaçait les liens qui l'unissaient à la communauté des humains. Ce qui restait encore de lui, ce peu d'enveloppe charnelle et cette poignée de lubies extravagantes, pouvaient bien disparaître un jour ou l'autre sans que l'on s'en aperçût, tout comme le petit tas de balayures grises amassées dans un coin que la servante Adèle descendait chaque matin dans la boîte à ordures. Il parle que de son père dans tous ses livres, il l'adore, mais il est capable aussi d'écrire ça, de ce détachement, cette déconstruction de la chose. Il raconte que des histoires où son père, et qui deviennent totalement extravagantes et d'ailleurs invraisemblables, on n'est pas dans la logique de la vraisemblance. Il est aussi capable d'écrire ça, de ce détachement, c'est sublime. Alors on va finir sur un truc dont on va parler extrêmement peu, parce que c'est très angoissant. Il est où ? Ah oui, Mars de Fritz Zorn. Bon, je sais pas, mais peut-être que tout le monde a regardé ça une fois, là, Mars de Fritz Zorn. C'est épouvantable. Mais je voulais ça, j'aurais dû en prendre un autre, parce que celui-là, le sujet est trop terrible. Parce qu'en fait, ce que j'aime dans Mars de Fritz Zorn, c'est l'impureté absolument de la chose. Hein. Donc là, on est vraiment dans on n'est pas dans le cas, justement, par exemple, de la conjuration des imbéciles, publication posthume, grâce à sa mère, refusée par 50 éditeurs et qui ne verra jamais sa seule œuvre, etc. Parce que la conjuration des imbéciles, c'est incontestablement un roman extraordinaire par ailleurs, mais je veux dire, c'est quelque chose, c'est une œuvre littéraire assumée. Là, on est dans un cas d'impureté au sens, je ne sais pas si c'est une œuvre littéraire. C'est-à-dire que l'histoire, vraiment, dans la précision chronologique qui est expliquée par la personne qui a joué un rôle fondamental d'ailleurs dans la publication de ce livre, dans la préface, parce que la préface est très troublante aussi, elle est très bouleversante en fait, la préface. Le mec qui écrit la préface, on sent qu'il a été totalement irradié par ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa vie, et qu'il s'en remettra jamais. Et qu'il a reçu via le psychanalyste du personnage en question, qui ne s'appelle pas Fritz Zorn, mais Fritz Angst. Il a reçu ce texte, et qui est un texte d'un jeune homme, voilà, qui doit avoir à ce moment-là à peu près 31 ans ou 32 ans, ou déjà 32 ans, qui lit, voilà, qui propose un éditeur, et voilà, l'éditeur se demande un peu, parce que ce texte est très étrange, c'est la confession d'un homme encore assez jeune, de la très bonne société zurichoise, etc., et qui raconte son cancer. Mais est-ce que c'est un écrit témoignage? Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est une œuvre clinique? Est-ce que c'est abject tellement ça raconte des choses quand même très étranges, où la distanciation qui est faite avec lui-même est quand même c'est le d'un fou, bref. Et il s'avère que quand même l'éditeur hésite, l'éditeur est paniqué face à ce truc, et on peut le comprendre. Je dis ça, je fais des petites parenthèses, ça fait 18 ans que je travaille dans l'édition. Oui, parmi ce qu'on reçoit, eh ben, il y a aussi, comme ça, des choses qui sont... Oui, on a tous les livres sur les deuils, les divorces, les machins, mais il y en a parfois qui sont d'une force, voilà, où on ne sait plus où on est, quoi. C'est quelque chose qui est un texte qui a été écrit par autothérapie par la personne, mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est en train de passer de l'autre côté du miroir, et que ça devient un document, ou que ça devient une œuvre littéraire, même au-delà même de la volonté de la personne. C'est quelque chose qui est assez indécidable à ce moment-là. Et moi, voilà, c'est quelque chose qui fait un peu trembler. Et qui, d'une autre manière, a pu nous arriver avec... quand on a enclenché, par exemple, la publication des éditions verticales
des écrits de Griselidis Réal, l'écrivain prostitué, dans la mesure où il y a un roman autobiographique qui est assumé en tant que tel, mais pour le reste, il y a des œuvres épistolaires, bon, moi je trouve qu'il y a une dimension littéraire évidente, mais il y a des choses, enfin, c'est limite. Et c'est limite, et en tout cas, moi je défendrai tout, j'ai toujours défendu, y compris jusque sur sa tombe à Genève, que Griselidis Réal n'est ni totalement un écrivain, ni totalement une pute, ni totalement une militante, etc. Elle est un peu tout ça, mais elle a toujours un pied dehors de tout ça. Et ni une grande peintre, ni etc. Elle a toujours été imparfaitement et dans l'inachèvement de toutes ces identités partielles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a essayé de les agencer ensemble. Voilà, donc ça, moi j'aime bien, disons, des choses qui sont à la limite et qui interrogent aussi le statut de l'auteur, qui interrogent aussi et qui écornent un peu ce chose-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui deviennent auteurs. Non, là, c'est pas par accident, mais là, en l'occurrence, c'est par d'un coup une sorte de tremblement de terre qui arrive dans sa vie, là, au Fritz-Zorn. Alors, je sais pas si tout le monde connaît, c'est pas la peine que j'en parle, mais il est où le Zorn? Bon, bah, il faut lire les premières lignes, hein, qui sont quand même. C'est qu'un éditeur qui reçoit ça, c'est sûr que c'est un peu destroy quand même, hein, pour le dire clairement. Donc la première ligne, donc ça s'appelle Mars. Bon, Mars, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour savoir que c'est quand même le dieu de la guerre. Mais bon, c'est un peu flou comme titre. Alors pour un Allemand, quand même, il sait que Fritz Zorn, Zorn, ça veut dire la colère. Donc il y a quand même quelque chose, là, il y a une ambiance qui se met en place. La première partie s'appelle Mars en exil, et puis voilà les premières lignes. Je suis jeune et riche et cultivé. Et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai une éducation bourgeoise, j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. C'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente de double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien peu probable que je mourrai, prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Bon, c'est sûr que là, on reçoit ça, parce que, non mais très sérieusement, chaque année, tout éditeur dans le monde reçoit 2-3 livres sur des gens qui ont eu une expérience d'une maladie très grave, qui ont envie d'en parler, parce qu'ils en ont besoin, etc. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être juste en admiration devant des gens qui font ce travail d'écriture, qui les aident, qui les font, il n'y a rien à en dire qui soit déplaisant. Hein. Mais là, voilà, c'est quelque chose, il y a un ton, comme ça, d'une espèce de froideur clinique qui est quand même assez incroyable et qui établit tout de suite des paradoxes. Alors, vous voyez là, c'est en 3 parties. Donc, dans cette première partie, il est quand même. Ce qui est intéressant quand vous le relisez, là, c'est. Naturellement, j'ai aussi ce qui va de soi, si on en juge. Cela dit, d'une part, c'est une maladie du corps dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. Donc, la première partie de ce livre, qui est la plus longue, hein, et qui va revenir très très longuement sur la première pathologie de sa vie, c'est-à-dire ses parents, et ben, en fait, elle est écrite dans quelque chose où il y a une lente... Non mais c'est un énorme travail, en fait, de découverte, et qui est extrêmement complexe pour lui, de découvrir ce qui... Bon, il y a un symptôme, j'ai le cancer. Bon, lui, il en déduit que ce cancer est la preuve et la somatisation de sa névrose, etc. Et donc, il est névrosé, et que sa névrose, c'est une dégénérescence de son milieu. Donc, il va essayer de regarder, mais en fait, c'est quelque chose qu'il découvre petit à petit. Il va essayer de rechercher, et de rechercher par rapport à quelque chose qui est hyper compliqué, c'est-à-dire, il a vécu dans le climat le plus harmonieux, jamais une engueulade, jamais un mot de trop, jamais rien, jamais un grain de sable dans l'harmonie des choses, jamais aucune frustration montrée, jamais
aucune colère montrée, mais c'est extraordinaire. Il y a des pages entières où il exprime la nécessité de l'assentiment. On a un assentiment, on accueille avec outrance même le plombier. On le méprise totalement. Mais on l'accueille avec... Il décrit tous les codes, mais qui sont des codes d'harmonie où il doit y avoir jamais un problème. Et c'est extraordinaire. Par exemple, le code des goûts culturels, comment il le décrit un par un. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que nous, on s'attendrait à ce qu'il raconte sa famille, les traumas, les machins. Il n'y a aucun traumatisme, c'est le non-traumatisme absolu. Et c'est pas non plus dans l'anecdote où on va avoir un truc... Justement parce que tout est lisse. Il est malade du lisse. Il n'est pas malade de ce qui... Le lisse, c'est pas anecdotique. Il n'y a pas d'anecdote. Il en parle assez bien, le mec qui fait la préface, et il dit, ouais, d'ailleurs, et c'est assez marrant, d'ailleurs, moi, il dit, oui, mais est-ce que ça fait œuvre littéraire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de récits d'anecdotes? Ben oui. C'est-à-dire que c'est comme dans un truc où c'est juste, il arrive à démonter intégralement cette maladie de l'harmonie, et il parle comme... À certains moments, on a l'impression de lire un traité de psychiatrie du 19e siècle, en fait. Donc c'est très froid, c'est vrai que c'est pas exactement un récit. Et puis ensuite, ça se conclut, donc assez joliment... Telle est ma vie, ça c'est la fin de la première partie, telle est ma vie, j'ai grandi dans la meilleure, la plus saine, la plus harmonieuse, la plus stérile, dans l'univers le plus faux de tous les mondes. Aujourd'hui, je me retrouve devant un tas de débris. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la fin de la première partie, il a tout détruit, mais en fait, c'était encore en lui. C'est-à-dire que là, il est dans ce truc où le cancer, c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait, d'un coup, il ouvre les yeux et il commence à écrire ce truc-là. Et les deux autres parties, c'est ça m'a fait du bien d'écrire ce truc-là, mais merde, le cancer avance. Mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le truc, c'est pas un paradoxe à la légère. C'est tout d'un coup, ça lui permet de sortir d'un truc où il était dans une anesthésie totale. Enfin, il le ressent comme ça, moi je parle pas à sa place. Tout de même, n'est-ce pas 1000 fois mieux de se trouver devant un tas de débris plutôt que devant un arbre de Noël branlant et obligé de subir la peur terrible de cet infirme stupide, que cet infirme stupide, malgré tout, ne tombe, se casse et soit fichu. Ce qui m'amène à la morale de cette histoire, plutôt le cancer que l'harmonie. C'est la fin de la première partie. On se détend. Alors ensuite, voilà, la deuxième partie va être assez curieuse. La deuxième partie, elle politise, en fait. Elle politise, elle structure par rapport au milieu, elle structure par rapport un tout petit peu aux classes sociales, à tout ça, beaucoup plus que uniquement déjà la cellule familiale. On arrive un peu plus loin, et moi je vous ai juste pris un petit passage qui est assez beau sur... lui, il est prof de langues étrangères, portugais, je sais pas quoi. Voilà, il commence à lire aussi beaucoup de choses, il interroge aussi beaucoup de questions... culturel, intellectuel, et là, il nous parle de Sartre. Parce que c'est aussi un bouquin de philo. Mais là, si on donne ça à un philosophe qui nous dit c'est un bouquin de philo, il va vous dire non mais vous plaisantez, c'est complètement bâtard, c'est pas un bouquin de philo. C'est ça que j'aime bien, c'est vraiment assez transgenre ce livre. Alors là, c'est un peu de philo sartrienne. D'après Sartre, dans cette situation qui est manifestement propre à l'humanité, là il est dans une voie de généralisation, il essaie de comprendre que une grande partie du monde fonctionne exactement selon la pathologie dont il souffre. Alors d'après Sartre, l'essentiel ne serait pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on fait de lui. Une phrase que je peux signer, assurément, il peut y avoir une chance de faire encore quelque chose de ce qu'on a fait de vous. Peut-être même chacun a-t-il cette chance. Mais moi, j'aurais pu avoir cette chance. Peut-être si le dommage que m'ont causé mes parents, et tout ce qui fait partie de la notion de parent, n'avait pas été tellement démesuré, mais qu'il était encore possible à temps de devenir moi-même avant que le cancer m'ait dévoré. Peut-être que si le terme de ma maladie s'était éloigné, un certain délai m'eût-il encore été donné au cours desquels j'aurais pu vaincre ma névrose. Peut-être. Mais ces hypothèses sont oiseuses, car en réalité, il n'en est tout bonnement pas ainsi, et pour en revenir à Sartre, je n'ai pas réussi à faire autre chose que ce qu'on a fait de moi. On a fait quelque chose de moi, on m'a démoli, mais surmonter cette démolition, comme l'exige Sartre, je n'y suis pas arrivé. Voilà. Et la troisième partie, évidemment, elle est écrite très
très près de l'ultimatum de la mort, puisqu'il est mort la veille du jour de l'acceptation de l'éditeur. C'est-à-dire que la personne qui écrit la préface pressait l'éditeur de répondre, comprenant qu'en fait, via le mec qui le recevait en analyse, là, il fallait vraiment lui répondre très très vite, parce qu'il fallait qu'il meure avec cette envie de l'avoir publié, et l'éditeur à ce moment-là se dépêche, mais le mec meurt la veille. Eh bien, c'était chouette de finir sur cette note de gaieté. Ouais, c'était pas alors. Bravo. Merci beaucoup pour cette présentation formidable. On voulait juste en profiter pour dire simplement quelques mots sur les livres d'Yves que vous connaissez certainement. Mais Yves était déjà venu en avril pour Souviens-moi, donc je voulais simplement en reparler. C'est un livre qu'on avait beaucoup aimé. Donc voilà, Souviens-moi, c'est un livre d'une collection de fragments de mémoire, de dizaines et de centaines de fragments de mémoire, qui après le titre commencent tous par de ne pas oublier que, qui sont en une phrase, comme des bulles qui ressurgissent du fin fond de la mémoire, et comme une tentative pour conjurer l'oubli. Voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qu'on a beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait que ça mêle à la fois les souvenirs intimes, familiaux et le collectif, le portrait de la société dans les années 70. Donc c'est ce mélange dont on a un peu parlé à propos d'autres livres ce soir, et qui est un trait vraiment très marquant du livre. Et je voulais en profiter aussi pour reparler de deux autres livres plus anciens, puisque ceux-là on n'en avait pas parlé en avril. D'accord. Qui sont Petite nature morte au travail et Portrait craché, donc qui sont deux livres qui sont parus en 2000 et en 2003, aussi sous la forme de micro-récits. D'ailleurs, je crois que certains textes de Petite nature morte au travail étaient distribués d'abord sous forme de tracts. Voilà, ça parle, c'est un sujet évidemment qui est d'actualité, des travailleurs précaires, des lignes de fracture que crée la précarité dans la société. C'est un sujet d'actualité, mais c'est pas du tout documentaire, c'est pas du tout une enquête. Et ça commence par un premier chapitre en forme de liste de petits métiers qui est très surréaliste, mais pas tous improbables, qui commence par CDD aujourd'hui, décédé de demain. Alors je vous en lis quelques-uns, parce que j'adore. Crieur de mauvaises nouvelles sur papier journal, videur posthume de grenier, retourneur de crêpes en hiver, cracheur de white spirit, diplômé mécano en voie de garage, maître très auxiliaire, porteur de perche hors champ, accidenté d'avant le travail, chauffard de maître tout permis, liftier d'ascenseur social, etc. C'est toujours très drôle. Et ensuite, donc il y a 23 récits courts, saisissants, qui sont comme des tirs tendus entre choses vues et fiction, qui soulignent les contradictions et en même temps les continuités dans lesquelles on est tous plongés, comme par exemple cette femme qui veut partir en vacances dans une ferme d'agritourisme et qui se trouve en fait dans une espèce d'univers concentrationnaire pour poussins, une ferme où il y a 28 000 poussins, je crois. 28 000 copains. Et en fait, non, elle est complètement épouvantée, elle passe ses vacances à l'été, à la fin des vacances, elle retourne et elle est caissière dans un hypermarché où elle a 28 000 codes barres qui sont mémorisés, et là elle est presque soulagée de s'en être sortie vivante de ses vacances dans la ferme. Voilà, il y a donc 23 histoires, un homme qui étouffe dans un costume de Pluto à Disneyland, le titre c'est Plutôt que rien, et ça se finit par cette phrase, c'est magnifique, l'attraction moderne a sa loi, si tu veux abolir le prolétariat, donne-le en spectacle. Voilà, c'est des nouvelles qui soulignent la précarité, l'aliénation, qui sont graves, parfois tragiques, mais toujours drôles, avec des situations surréalistes, des jeux de mots, qui soulignent ce gâchis moderne en le tournant en dérision. Donc c'est un petit livre qui date de 2000, mais qui est toujours nécessaire. Et puis je voulais parler donc de son jumeau, ou de son frère, qui était sorti donc 3 ans plus tard, Portrait craché. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est à la fois le frère du premier, mais en même temps c'est un trait d'union, ou un lien vers Souviens-moi, puisque c'est un livre qui parle aussi du travail, de la précarité, mais qui mêle aussi ses dimensions, et plus que dans le premier, ses dimensions intimes et collectives. Il y a une phrase au début qui est « Ce sont des portraits crachés comme ça en l'air et qui devaient un jour me retomber dessus ». Donc c'est des silhouettes esquissées en quelques lignes, des micro-fictions avec des chutes souvent très brillantes. C'est des portraits, on a l'impression qu'on pourrait les insérer dans des histoires plus vastes. Il y a des dizaines de personnages, ils sont tous nommés par leur prénom, Elisa, Ulrich, Alexis, etc. Et avec eux, on parcourt des failles, des déraillements comme ça, d'histoires biscornues, obsessionnelles, tristes, fragiles, drôles,
Donc c'est les habitués des petits boulots, des gens qui sont pris dans des routines absurdes. Donc il y a aussi une caissière dans un magasin art discount, enfin une ancienne caissière dont l'espace mental est resté complètement occupé, encombré par les codes des 800 produits du supermarché. Il y en a une que j'adore, celle qui est Charlotte, suicidaire intermittente. Elle a 59 films à son actif, autant de suicides ou d'accidents. Il y a des individus qui vivent aux marges, comme Lucien, désargenté structurel, un clochard qui, en cas d'aumône humiliante, ne manque jamais de sortir sa propre carte bleue, arrivé à expiration il y a 22 ans, jamais avalée depuis. Voilà, il y a un personnage donc, qui s'appelle Judith, et je trouve que Yves ressemble à Judith, puisque Judith a un odorat surdéveloppé, elle procède par association d'idées, et elle est dégoûtée par ceux qui ne sentent rien. Elle dit que c'est des espèces de personnes avec personne à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est une bonne description de Yves, qui a un regard décalé, en même temps plein de tendresse pour ses personnages. Merci à toi. Et après, on voulait juste dire encore quelques mots sur, pour finir, un ou deux livres des éditions verticales. Il y en a beaucoup dont on aurait pu parler. Mais bon, on aime bien parler des livres. On est obligé de faire des choix. Je voulais parler donc moi de Rêve d'histoire de Philippe Artière. Donc j'ai découvert Philippe Artière, donc qui est un historien, un spécialiste de Foucault, des écritures ordinaires, je pense que vous le connaissez, des écrits criminels. Je l'ai découvert avec son roman Vie et mort de Paul Génie, qui est sorti au Seuil, où il est donc à Rome et il revient sur l'assassinat de son ancêtre Paul Génie, donc qui était philosophe et jésuite, et qui a été assassiné, poignardé dans les rues de Rome en 1925. Donc Philippe Artière s'achète une soutane et un récit de cette histoire. Donc ça m'a amené à lire Philippe Artière, à apprécier beaucoup son travail. Et donc dans Rêve d'histoire, il se demande comment travaillent les historiens en s'interrogeant sur son propre travail, sa propre pratique. Et il nous donne donc des sujets inaboutis, des rêves d'histoire inaboutis, des envies naissantes qu'il a abandonnées pour, alors il le dit, faire circuler les idées, les soumettre à la critique, provoquer des rencontres et écrire une histoire de l'infraordinaire. Donc ça résonne aussi. Eh ben l'infraordinaire, voilà. On n'aura pas quitté ce soir. Donc il y a une trentaine de pistes, l'histoire des routes autour de l'Odyssée, de la mythologie nord-américaine. Il y a une histoire des impostures dont le point de départ est les scams nigéro-ivoiriens. Une histoire des navires à partir de leurs écrits de bord. Enfin, il y en a 30 comme ça. Voilà, c'est à partir de toutes les disciplines, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment transdisciplinaire, des traces du quotidien, et il nous montre comme ça que l'histoire, c'est pas du tout une matière sèche, objective, mais un objet de désir, comme une sorte d'ouvroir d'imaginaire, d'histoire et de littérature. Je recommande beaucoup ce livre. Merci pour lui. Moi je voulais, pareil, il y a énormément de livres chez Vertical que j'aime beaucoup, donc il fallait rien à demander d'en choisir un, donc moi j'ai choisi un livre d'Alban Lefranc qui s'appelle Si les bouches se ferment, qui avait été publié dans une première version avant Vertical, mais qui est dans sa version achevée donc, de l'année dernière. Et j'adore ce livre parce que c'est un livre qui est, si on veut, sur la fraction armée rouge, mais qui a su, pour parler de la fraction armée rouge, trouver à la fois un angle, un rythme et une langue qui sont assez incroyables. C'est-à-dire que c'est cet épisode de violence révolutionnaire, donc des années 70, du tout début des années 80, concentré entre 75 et 77 pour son summum. C'est quelque chose qui à l'époque a été un choc incroyable pour l'Europe occidentale, avec toujours cette tentation de mêler tout ensemble terrorisme, qui ensuite a été presque oublié, on n'en parle plus beaucoup, et puis qui parfois reprend des bouffées comme ça, quand on entend ces jours-ci des choses telles que, dans les années 70, les jeunes, quand ils étaient en révolte, ils étaient terroristes gauchistes, et puis maintenant ils font du djihad. On se dit qu'il y a une espèce de connerie et de mépris en fait dans la tête quand même des gens, mais qui est parfois assez incroyable, mais parce que ça me paraît vraiment pas très comparable. Mais en tout cas, cette violence révolutionnaire, il y a un angle assez incroyable pour la traiter, qui est de partir d'un personnage qui est un petit peu en marge de la fraction armée rouge, qui est un compagnon de route des premières années, qui est en fait le premier compagnon de Gudrun Esslin, donc qui ensuite sera avec Andreas Bader, et qui est lui-même le fils en fait d'un poète nazi en fait du régime. Et ça permet en fait de travailler de très près cette filiation que par ailleurs Heinrich Böll a beaucoup lui travaillé pendant 40 ans quasiment, qui est le fait que la dénazification de l'Allemagne
a été peu ou mal conduite en réalité après 1945, en partie pour des raisons qui sont intrinsèques au capitalisme contemporain, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller punir en fait les gens qui sont des moteurs économiques, ça se fait pas dans notre système, puis d'autres qui sont tout simplement la récupération anticommuniste d'un tas de forces vives allemandes dont on avait bien besoin pour se battre contre le vrai ennemi, à savoir le communisme soviétique, notamment les services de renseignement et une partie des militaires. Mais qu'au-delà de ça, il y a effectivement toute une jeunesse en fait qui arrive à maturité dans les années 70, 68, 70, 75, qui est complètement imprégné de cette hypocrisie totale en fait de la société du miracle économique, et que bien entendu ça n'explique pas en soi la violence révolutionnaire, mais ça en donne un contexte bien particulier, qui est un contexte allemand, qui n'est pas n'importe quoi. Et la façon dont Alban Lefranc en fait a assemblé les pièces en fait de ce puzzle, enfin les personnes, la logique de cette violence révolutionnaire, ses incohérences et ses cohérences, et puis face à ça, la violence d'État absolument incroyable, qui même aujourd'hui semble incroyable, telle qu'elle a été développée dans ces années-là. Enfin, et quand on pense effectivement aux incroyables suicides simultanés de 7 terroristes le même jour, en fait, par arme à feu en fait, dans la prison la plus sécurisée d'Allemagne, c'est vrai que ça laisse au minimum rêveur, quoi. Et voilà, et je trouve que c'est un livre qui est extraordinairement bien écrit, qui arrive sur un sujet qui est d'une dureté politique, sociale et intellectuelle incroyable, à être poétique, en fait, ce qui est un pari assez fou et très réussi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yves, n'hésitez surtout pas et merci à vous à acheter des livres, à faire signer les livres, à les offrir et à boire un verre.